Bonjour à tous, merci d'être présents, merci Monsieur le Préfet, merci Monsieur le Député, merci à la Chambre d'Agriculture, merci à la SICAGRA de nous accueillir, merci aux représentants du planteur d'être ici, merci à la DAF aussi, pardon, et merci au sucrier présenté par Monsieur Mathieu, j'espère que j'ai oublié personne. Et Monsieur Denis. Donc merci beaucoup d'avoir proposé d'organiser une journée pour nous présenter la filière, présenter tous les acteurs, présenter tout ce qui se fait autour de cette canne qui est tant décriée parfois dans l'Hexagone, mais qui représente une grosse activité sur la Guadeloupe et sur Marie-Galante, qui est une petite île à côté. Moi je suis représentant forcené là-dessus. Voilà, donc on va essayer d'aller vite. On a une présentation qui est prévue. Je vous laisse dire quelques mots, Monsieur le Préfet. D'abord, m'excuser encore une fois pour mon retard. Bon, j'avoue que je suis pas parti tout à fait à l'heure de Basse-Terre. Et après, la route, vous connaissez les routes d'ici mieux que moi. En tout cas, très heureux. Merci de m'accueillir. Moi, j'avais demandé effectivement à pouvoir aller à votre rencontre. J'ai eu l'occasion, et merci à la DAF, d'aller à la rencontre des producteurs de bananes, un autre pilier de l'agriculture de ce territoire, mais je voulais aussi aller à la rencontre de la canne pour bien comprendre voilà, ce que ça représente, qu'est-ce qui fait votre force, qu'est-ce qui fait éventuellement votre fragilité, s'il y en a. Enfin bref, comprendre cette production, puisque j'ai bien lu mes notes et j'ai bien compris que la banane et la canne, c'était les deux piliers qui structuraient l'agriculture et qui permettaient d'ailleurs de se projeter, d'imaginer d'autres spéculations agricoles, parce que c'était quand même les deux fondamentaux qui restaient, ces deux spéculations fondamentales. Donc voilà, pour moi, c'est l'occasion de vous rencontrer, de comprendre, de connaître, et de le faire d'ailleurs avant le début de la saison sucrière. Oui. Un moment où je découvre le territoire, et donc ça me permet de me mettre dans tous ces dossiers. Je remercie d'ailleurs aussi les élus de m'accompagner, puisque quand je me déplace sur le terrain, hein, c'est une approche que j'ai partout, c'est que je ne vais pas sur un territoire sans proposer aux parlementaires et aux maires de la commune sur laquelle je suis de m'accompagner s'ils le souhaitent pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc merci par avance et je vais vous écouter sagement. Merci Monsieur le Préfet. Monsieur le Député. Oui, merci Monsieur le Préfet pour cette invitation. Alors la canne, c'est un sujet sur lesquels mes collègues députés notamment, mais aussi sénateurs, nous avons ces derniers temps beaucoup travaillé, beaucoup échangé. Moi ce que je retiens, j'ai découvert, je suis député depuis 3 ans, moi j'ai découvert que les planteurs de canne, les producteurs de canne, ça aussi j'ai bien appris à l'exprimer ici, passer dans les planteurs et les producteurs de canne, souhaiteraient avoir des revenus, mais des revenus aussi qui répondent à l'ensemble des produits. Et je crois même qu'il y a un accord qui est depuis 1964, où il est prévu que tous les produits, tous les dérivés de la canne puissent être pris en considération pour le revenu. Je crois que c'est un combat que les producteurs de canne mènent, et j'espère qu'on va y arriver. Cette saison s'est passée mieux apparemment que l'année d'avant. Bon, donc il n'y a pas eu trop de problèmes, ou en tout cas de heurts. Bon, mais je sais que la problématique fondamentale, c'est le revenu, l'augmentation des revenus des producteurs de canne. Et cela, on va régler ce problème assez rapidement. Merci Monsieur le Député. Je laisse Monsieur Mathieu faire la présentation. Oui, si vous me permettez, on va juste faire un tour de table. Soit tu fais le tour de table avant, soit après, c'est comme tu veux. On ne se présente pas. Monsieur Casalan, je vous en prie. Pour la Chambre d'agriculture, je pense que le député a très bien résumé, synthétisé la problématique. Et on espère aussi qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant pour les producteurs. Alors c'est producteur parce que les interprofessions, c'est producteur, transformateur. Vous avez très bien compris la problématique. Merci.
moi je vous accompagne. C'est un des chambres aussi. Donc, Jean-Marie Lapin, je suis directeur du CTCS, le Centre de la canne à sucre. Donc, la fameuse structure qui mesure la richesse des livraisons des planteurs à l'usine. Et j'assure aussi le secrétariat de Ligue Locale Interprofessionnelle. François Doulon, directeur adjoint de l'ADAF. Bruno Acteur, je représente la CG, je suis ancien président du Bois-Cannes. Franck Buffon, docteur de Cannes, administrateur de la SCANVA. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous appelle aujourd'hui pour entendre un petit peu la problématique, non seulement les problématiques, mais aussi ce qui va bien aussi, et qu'on puisse échanger et voir venir et pérenniser la filière. Alex Vitalis, je suis directeur de la CICAGRA. La CICAGRA, c'est la CICA qui s'occupe du développement du bassin carrier du Sud-Grande-Terre, qui s'étend sur les 5 communes, Abim, Monalo, Le Maule, Sainte-Anne et Saint-François. Oui. Daniel Victor, président de l'Iguaflon et aussi vice-président de l'Escalade. Donc je pense que, en tant que président de l'Iguaflon, nous avons été invités. J'espère que c'est dans l'idée qu'il y a un rapprochement des filières, puisque la projection du développement de l'agriculture ne peut pas se faire cloisonner, d'autant plus que la plupart des exploitations sont de multiproduction et l'interaction des filières sur des exploitations, donc une interaction avec les filières est souhaitable pour avoir une avenir plus gratuit de l'agriculture. Merci. Alexandre Fauchet de service à l'élève. Alain Bazir, secrétaire général de l'IGUAVI, l'interprofession de la viande et de l'élevage de Guadeloupe. Donc, je dis comme mon prédécesseur de l'IGUAFLOR, on travaille beaucoup ensemble. On nous appelle souvent les interprofessions de la diversification, mais nous, on pense beaucoup interfilière et c'est tous ensemble qu'on va réussir à relancer l'agriculture. C'est deux anciennes personnes quand même de la filière canne. C'est bien la demande que vous allez sans. Jean-Luc Cazalan, le conseil de la SCALA. C'est M. Jarry Nicolas, je suis président de la SCALA. Et à ce titre, je viens devenir à vous, M. le préfet. Bienvenue également à toutes les personnalités ici présentes. Nous sommes très honorés de recevoir autant de personnalités. Et puis, la thématique est importante, c'est quand même la canne, c'est le support de l'agriculture, je pense, guadeloupéenne. Personnellement, je ne conçois pas le développement de la diversification, que ce soit végétale ou animale, sans la canne. Parce qu'au-delà de l'aspect historique de la canne permet d'envisager pas mal de développement. À partir de la canne, on peut faire pas mal de développement. Et je conçois que c'est à partir de la canne qu'on peut envisager le développement de l'agriculture guadeloupéenne. Merci. Connexion Guadeloupe. Je vous accepter des excuses, mais j'étais en réunion avec le président au musée. On mettait en place aujourd'hui la commission ad hoc ce que nous avons entreprise. Je ne sais pas si c'est cette réunion, et ensuite nous aussi. Donc, pour excuser. Je suis président de la commission économie verte en région. Effectivement, nous travaillons sur toute la culture pour ce moment, plus précisément sur le problème de la canne de Guadeloupe. Olivier Desgenban, directeur de la DAF. Papa Nicolas, représentant de sera le producteur de canne à sucre. Tessie Bassard, le représentant JA Cannes, administrateur de l'IOS. Hello Yannick, président JA Guadeloupe. J'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit dans les propos, sur tout ce qui a été dit auparavant. À savoir que les deux piliers, c'est la canne et la banane. Et que, effectivement, si on ne peut pas sécuriser ces productions-là, on pourra difficilement aller vers la diversification, puisque je pense que les collègues ne nous comprendront pas. La plupart des personnes qui font
ou du maraîchage ou de l'élevage, ben, c'est l'argent généralement de ces deux filières qui est injecté d'abord. Et au-delà de ça, nous, le syndicat, on a des jeunes agriculteurs, on défend le renouvellement de génération. On n'est pas sans savoir qu'on a une population agricole qui est vieillissante, qui a une d'âge aux alentours des 55-60 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'en théorie, d'ici 10 ans, les agriculteurs, ce sera nous. Donc on est aussi là pour pouvoir permettre, aider à ce que la culture puisse être pérennisée. Et je me répète, mais ça passera, je pense, par la consolidation des deux filières principales. Donc, le dernier, M. Mathieu, Sucrerie Gardel est également membre du syndicat des sucriers distillateurs industriels. Et c'est moi qui vais avoir la tâche de vous faire une petite présentation pour démarrer. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur les propos de M. Victor Nanette et d'Alain Bazir, puisqu'effectivement, contrairement à ce qui s'est dit depuis longtemps, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de guerre entre les filières. J'en veux pour preuve, pour ceux qui ont déjà un dossier, le premier document qui est dans notre dossier, celui-là, que nous avons tous co-signé et qui a déjà été remis lors de visites ministérielles et autres, sur lequel on marque clairement le fait que toutes les filières fonctionnent ensemble. Quand elle va être remise, il discutera aux autres participants à la réunion. Mais effectivement, contrairement à ce qui se dit et ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de guerre. Et merci encore à Stéphane tout à l'heure d'avoir précisé que le président aujourd'hui du Baflor et l'ancien président du Bocal est ancien président de la SICAGRA. Donc, et de même pour Alain Bazir qui a passé quelques décennies dans la canne, à la fois comme directeur de SICA et à Gardel en tant que cadre, et maintenant il a rejoint la filière viande. Donc je crois qu'il faut couper court à ça. Si au moins il y a une chose positive qui pourrait sortir de cette réunion aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Au contraire, c'est qu'aujourd'hui on est tous à chercher les synergies, tous à chercher les solutions. Et autre point qui vous intéresse, monsieur le préfet, parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas venu que pour la canne, mais aussi pour la partie diversification. Et j'ai dit à Alex quand il va être revenu tout à l'heure en tant que directeur de cette SICA, et je reprends les propos tout à l'heure de M. Kinder, la canne et la banane financent la diversification. Alors si vous êtes bien assis, nous aujourd'hui dans cette SICA, 60% de notre chiffre d'affaires se fait en diversification. Et en contrepartie, l'intégralité de ce qu'on fait comme crédit ou avance à vos adhérents, qui sont bien sûr, à de rares exceptions près, il y a très peu de monoculture, donc de gens qui font que de la canne, ils sont tous polyculture. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à prendre des risques sur d'autres spéculations, parce qu'on peut leur offrir des lignes de crédit, on peut leur permettre d'avoir accès à de la semence, à des intrants et autres à crédit, via les garanties qu'on a côté canne, de retour de paiement, et ainsi de suite. Donc tout à l'heure, Alex sera un peu plus, il vient de sortir, sera un peu plus loquace sur ça, mais c'est aussi pour ça que ça nous a intéressé de nous voir aussi ce matin, c'est parce que cette histoire de fonctionner cloisonné, ça fait très longtemps qu'on l'a abandonné. Et une SICA comme la nôtre serait morte aujourd'hui si on n'avait pas fait ce changement. Je disais à Alex, tant que tu étais dehors, que l'accompagnement canne sur la diversification, c'est plus qu'un mot. Je te laisse au sein de la SICA recompléter avant qu'on attaque la petite présentation. Oui, bien rapidement, il y a... Rapidement, Guadeloupe, il y a 4 SICA cannières à raison d'une par bassin cannier. Très rapidement, pour comprendre, il faut remonter au début des années 80. C'était un contexte de morosité au niveau de la filière canne. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait eu la visite de M. Pierre Mouroy, Premier ministre du président Mitterrand. Et il avait été saisi de cette problématique et il avait fait cette proposition de créer des SICA relais. Dans chacun des bassins canniers, nous, on est dans le bassin sud-Grande-Terre et on a cette particularité d'être très engagés dans le processus de la diversification des cultures. C'est-à-dire que notre métier premier, c'est la canne, mais autour de laquelle tournent d'autres spéculations, notamment la culture vivrière et la culture maraîchère. Et bien entendu, il y a aussi un peu d'élevage. Donc nous avons cette particularité parce que on a été les premiers dans un périmètre irrigué, qui nécessairement, quand on est dans un périmètre irrigué, ça suscite d'autres vocations contre la canne. Donc on a cette culture dans ce bassin-là qui veut qu'on fasse de la canne, mais à côté de laquelle on va trouver des activités maraîchères, des activités vivrières. Et pour finir, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, quelque part, c'est plus de 50% de la diversification. Et bon, il y aurait encore beaucoup à dire sur
les avantages de la diversification, que ce soit au niveau agronomique, en termes de rotation des cultures, mais aussi en termes de trésorerie. La canne, c'est une culture avec une grosse garantie en termes de revenus, mais en revanche, c'est un revenu annuel. En diversification, on a plus de rotation en termes de trésorerie. Donc, nous, ici, dans le sud Grande Terre, on cultive justement cette culture de diversification. Et vous dites, nous, dans le sud Grande Terre, ça veut dire que dans les autres bassins, c'est pas pareil? Dans les autres bassins, ils sont un peu plus spécialisés en canne à sucre. Et beaucoup moins qu'ici. Et par ailleurs, ce qui fait aussi que pour fonctionner, nous sommes, bon, je ne sais pas si je ne vais pas prendre trop de temps, nous avons entre autres mission de servir de relais aux planteurs de canne pour tout ce qui a trait à l'activité carrière. C'est-à-dire que le planteur de canne, au moment où il va faire ses activités, il n'a pas porté la main à la poche, c'est la SICA qui lui avance les fonds. Et le fait que nous soyons engagés dans la diversification, ça nous génère de la trésorerie qui nous évite d'avoir à solliciter trop la banque, contrairement aux SICA qui, elle, ne peut pas fonctionner sans la banque. Donc nous sommes un peu plus autonomes, ceci grâce à la diversification, l'un des avantages que confère la diversification. Vous m'avez pas dit d'ailleurs, vous avez combien d'adhérents? On a environ 1 millier d'adhérents, dont environ 700 planteurs de canne. C'est pour ça que le SICAGRA n'était pas un choix au hasard dans le SICA pour la présentation d'aujourd'hui. On y va. Donc, ce que je propose à ce stade-là, c'est une brève présentation, pour ne pas vous barber, de toute façon, ce n'est pas l'objectif de la journée, avec notamment 2 points qu'on verra en dernier qui, pour nous, sont vitaux. C'est la problématique du PCI. Et ce n'est pas une problématique canne, c'est une problématique transversale agricole. Et je suis content qu'on ait parmi nous un député pour pouvoir relayer certaines interrogations là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a le feu dans la maison agricole des hommes, puisque vous le verrez rapidement dans la présentation, mais je vous ai remis un document complet, monsieur le député Baptiste. L'idée, c'est à terme de supprimer le PCI, de faire une seule, comme on dit en créole, un seul manger cochon, une seule enveloppe pour la France, et tout le monde aura droit de tirage dans la même enveloppe. Donc on ne sait pas comment on sera traité au final, si jamais ce qui a été proposé en juillet par l'Europe s'applique. Je vous ai mis quelques détails dans le document que je vous ai. Donc si je puis me permettre à ce stade, je vais faire assez vite la présentation. Donc le contexte de la production, je ne vous ferai pas l'affront pour tous ceux qui sont autour de la table, même monsieur le préfet, je pense que vous avez lu quelques éléments avant de venir nous voir, donc je vais le faire rapidement. On a une typologie d'agriculture aujourd'hui, malgré que ça déplaise à certains, où on a beaucoup de plus réactifs. Si on les fait disparaître, la canne disparaît, même si ce n'est pas toujours simple. L'agriculture disparaît. Pour l'instant, je suis sur la canne, j'allais y venir. Laisse-moi finir. Donc effectivement, on entend souvent que c'est problématique d'avoir des plus réactifs. S'ils disparaissent, on disparaîtra avec eux. Parce que malheureusement, c'est eux qui font un gros volume du tas de canne au global. Je rappelle pour mémoire qu'on est aujourd'hui, grosso modo, à 70% des exploitants agricoles qui ont moins de 7 hectares. Et encore, ça vaut pour le continent. Si je me mets sur Marie-Galante, mon voisin va dire que la moyenne, c'est 0,5 à 1 hectare par exploitant. 2,6 chez lui. La moyenne. Les notes seraient-elles fausses? Mal lu. Voilà. Donc pour faire ça, ça a déjà été évoqué. Donc on est malheureusement actuellement dans le creux de la vague. On a eu une baisse des rendements. J'ai peut-être été fort quand j'ai mis 45 tonnes de moyenne, mais on n'est pas loin d'être à cette moyenne-là. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la baisse de rendement et la pluriactivité? Non. Du tout. Du tout. Et c'est comme quand on me dit est-ce que les meilleurs rendements sont chez le monoactif ou chez le pluriactif? J'ai dit il y a des bons partout et des mauvais partout. Malheureusement, il n'y a pas de loi statistique qui pourrait dire on peut se débarrasser d'eux parce que c'est les mauvais. Si c'était ça votre question, ce n'est pas le cas. On a eu un durcissement des règles d'éligibilité. Bon, bah, malgré tout, c'est normal. Si on veut bénéficier d'aide, il faut être en règle. On a une autre grosse problématique que vous n'ignorez pas, c'est la suppression des intrants, notamment des herbicides. Il faut savoir que, contrairement à ce qui se dit également, la canne n'est pas une culture polluante. Nous n'utilisons pas de pesticides, nous n'utilisons pas de fongicides, nous n'utilisons pas d'insecticides, et nous utilisons les quelques herbicides qu'on nous laisse encore utiliser. Et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est une grosse problématique qu'on pourra recouper avec des problématiques de manœuvre, notamment à Marianne,
Parce que qui dit pas l'herbicide, l'herbe, qui dit l'herbe, si on n'a pas l'herbicide, c'est soit les mécaniques, soit la manœuvre. Quand j'ai visité l'exploitation de, vous étiez là, je me souviens, l'exploitation de bananes, c'était le sujet qui a été mis en avant. Vous avez vu mon double ou mon nombre? Non, pas vous, non, pardon, excusez-moi, j'ai cru que vous me désigniez. Non, là, c'est pour ça, pardon. C'était ce qui était mis en avant, justement, comme un facteur limitant de la banane, enfin, un facteur perturbant de la banane. C'est aussi important pour la canne. C'est même, notamment sur Marie-Galante, c'est crucial. Pourquoi je dis c'est crucial sur Marie-Galante? Parce qu'il faut savoir que la typologie de la récolte en Guadeloupe est différente entre le continent et Marie-Galante. Et même entre les deux îles du continent. Parce que même si on dit au continent, on est quand même deux îles reliées par deux ponts. D'ailleurs, vous dites continent, ça me fait un peu c'est ce qui est usité ici, c'est pour ça que c'est ce qui est usité ici. C'est pour ça que je me le permets. Donc si vous êtes en grande terre, on a un ratio, allez, 90, 10, c'est-à-dire 90% de canne coupée à la machine, 10% à la main. Si je passe en basse terre, je suis à un ratio 80-20, c'est-à-dire 80% coupé à la machine, 20% à la main. Mais par contre, si je passe à Marie-Galante, c'est là que c'est intéressant, 20-80. 20 à la machine, 80% à la main. Donc qui dit pas de main-d'œuvre, dit pas de récolte. Et mon voisin industriel, parce que même si c'est pas représentant comme tel, c'est le représentant de la CRG, aujourd'hui il est contraint de travailler une demi-journée en récolte, il ne peut pas travailler la nuit parce qu'il n'y a pas assez d'approvisionnement en canne, puisqu'il n'y a pas assez de coupeurs. Donc aujourd'hui on recherche des solutions mécaniques. La solution trouvée par votre collègue préfet Martinique a autorisé l'entrée de main-d'œuvre du Costa Rica, notamment dans la banane, n'est pas forcément la plus intéressante, même je sais que vous commencez à regarder ça avec le LPG, mais il y a une problématique de manœuvre en canne en particulier, mais dans le monde agricole. On a une difficulté à l'accès au foncier, des difficultés d'organisation et de réalisation des opérations de coupe et transport et d'entretien. Là, bon, je l'ai mis pour le fun, mais bon, ça s'améliore, le retard de paiement des aides. Et c'est pas que les aides d'État. Des difficultés de gestion de trésorerie qui sont liées à ça, puisque malheureusement, la trésorerie, elle est au lance-pierre, je dirais, puisque... Le retard de paiement des aides, par exemple, vous pensez des aides FEADER? Entre autres. Puis il y a même eu des gros retards. L'aide FEADER, puisque vous parlez de ça, c'était notamment l'aide à la replantation, où on est seulement en train d'apurer les aides 2020-2021. Et il faut savoir en plus que dans toute l'aberration du système, c'est que vous avez... Comment dire? Il y a quelque chose qui pèse sur la tête du planteur, c'est qu'il ne peut redemander une aide pour replanter, même si sa parcelle est dans très mauvais état, tous les 5 ans. 3 Donc, ans. Non, tous les 5 ans. 3 ans de paiement. Laisse-moi finir. Si tu me laissais finir, tu entendrais la même chose que ce que tu es en train de dire. Donc tous les 5 ans. Mais avec l'aberration, qui a un petit astérix et une ligne qui dit à partir de la date de paiement. Donc avant, quand la date de paiement de l'aide intervenait l'année N+1, grosso modo, ça collait dans le calendrier. Aujourd'hui, comme elle intervient 5, 6 ans, 7 ans après, vous faites faire le calcul. 5 plus 5, c'est minimum 10 ans avant de pouvoir renouveler la parcelle de canne et de pouvoir prétendre à une aide à la replantation. Donc on est dans des aberrations de ce type-là. C'est pour ça que j'ai évoqué la problématique des aides. Donc là, on y reviendra, l'inquiétude sur l'avenir de la filière et la pérennité de certains débouchés sucre. Il y a nos amis du Mercosur, il y a nos petits avantages qu'on donne de temps en temps à des pays tiers, comme Maurice. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le principal débouché économique du sucre de Guadeloupe et des DOM, c'est ce qu'on appelle les sucres spéciaux. Pour faire simple, c'est tout ce qui est sucre de bouche ou à destination de transformation agroalimentaire. Il y a un marché grosso modo en Europe qui est de 250 000 tonnes. Et à chaque fois qu'on donne 10 000 tonnes à Maurice ou 10 000 tonnes ailleurs, c'est autant de marché pour nous qui disparaît. Vous voyez ce que je veux dire simplement, c'est pas... Voilà. Là, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est le gros problème du moment pour toutes les filières, la problématique POCI. Et ça, c'est pour le... Je n'ai pas besoin de m'y attarder. Donc, pour faire simple, quelques chiffres, puis je ne vais pas vous fatiguer avec. Il y a à peu près 70 millions de valeur ajoutée, hein, canne, sucre, rhum. C'est le deuxième poste des exportations en Guadeloupe. 8000 actifs, employés directs ou indirects, à l'heure d'aujourd'hui, quand on présente cette filière. Production alimentaire, donc je vous ai vu à date pour les deux, le continent Marie-Galante, on est grosso modo sur un tel canne de 500 000 tonnes, 55 à 65 000 tonnes de sucre, 80 000 tonnes de canne pour les distilleries, et à peu près 70 000 HAP de rhum.
En production alimentaire, on est grosso modo 10% de production électrique locale. 35 000 tonnes d'écume qui retournent aujourd'hui, depuis cette campagne, intégralement au bord de champ, puisque nous avons monté, merci l'État, avec les aides de l'État et des financements France Agrimaire, une plateforme de compostage. Et aujourd'hui, les industriels du monde de Cagné, que je vais citer, Algoma pour ses centres de bagasse, Damoiseau pour son mélange bagasse-vinasse, la distillerie Bonne-Mère pour toutes ses vinasses, et nous, Gardel, pour notre écume. Et ça, nous faisons un compost qui est à usage bio, normé NFU 44051, et nous le mettons depuis cette année à disposition au bord de champ du planteur. Cagné, il n'a plus qu'à les prendre. Donc les frais de transport et autres sont pris en charge par ces 4 industriels qui ont monté un système économique qui permet d'aller jusque-là. Et, on l'a déjà suffisamment dit, support de la législation agricole. Bien sûr, il y a une forte variabilité de ces chiffres-là en fonction des années, en fonction du climat, des rendements, l'état de la sol canière, et je ne l'ai pas mis, mais je vais le dire, et aussi parfois de certains soubresauts sociaux, notamment ces quelques dernières années. Et donc pour nous, l'évolution du tas de pelle est un enjeu majeur pour l'activité des sucreries et de venderies, parce que sans canne, de toute façon, nous sommes voués à disparaître, parce que s'il n'y a rien à broyer, on ne peut pas faire de sucre et nous prendre. La sol canière, elle baisse tous les ans ou elle... Non, elle baisse légèrement. C'est celle qui est la plus stable sur les dernières décennies. Moi, quand j'ai dit la sol canière, c'est l'activité canne sur la SAE du Guadeloupe qui est la plus stable. De mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais les gens de la date vont corriger. Sur les dernières déclarations graphiques, on doit être sur 11 500 hectares déclarés en canne. Ça ne veut pas dire que c'est toute la sol canière, c'est ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration. Et de mémoire, ça doit représenter 47 ou 48% de la SAU totale. C'est bien ça, monsieur Lénanon, je ne me suis pas trompé? C'est un tout petit peu moins, je crois. Voilà, parce que je n'ai pas les chiffres de 2025. C'est les chiffres de 2024. Un peu moins. Mais aux alentours de 10 000. Voilà, c'est ça. 1500. Déclaré. Donc rapidement. Ça, c'est stable, à peu près stable. C'est en lente érosion. Il y a une lente érosion. C'était très stable pendant très longtemps. Et depuis 5 ans, mais ça vaut pour toutes les spéculations, malheureusement. Et la chance de la Guadeloupe, quand même, c'est que les hectares qui ont disparu cette dernière décennie n'ont pas été artificialisés. Donc la surface agricole est encore là. Après, la reconquérir, c'est pas simple. Mais elle est encore là. C'est la chance. Donc, bon, je vous fais grâce de ça. Stéphane, tu peux le commenter. Non, c'est pour ça que vous l'avez dans le document que je vous ai remis. C'est les chiffres de cette année de la récolte. Si tu les as pas en tête, je peux t'aider. Donc on a voyé. Non plus, je ne vois pas là. Je vais sortir mes lunettes. Vous allez voir. 490 tonnes. J'aurais dû le projeter avant pour voir que ça ne voyait pas. Ah oui, pour résumer un petit peu, Gardel a rattrapé un tonnage de canne qui avait été très en dessous de l'attendu l'année dernière, parce qu'il y avait beaucoup de cannes qui étaient restées sur pied. Et pour Marie-Galante, c'est resté stable, légère progression depuis l'année dernière. Donc on a la richesse qui baisse un petit peu, qui s'érode, mais qui est liée aussi principalement à la météo. Quand il pleut, il y a moins de sucre. Quand il fait beaucoup de soleil, il y a plus de sucre. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc dans ce tableau, vous avez les productions de mélasse qui sont aussi faites sur chaque site. Bon, on est à 45 kg de mélasse à la tonne de canne. À peu près 46 à Margariot. Voilà, c'est quelques chiffres. Après, il faut voir l'évolution. Ça, la DAF a tous les éléments. C'est peut-être une question, c'est peut-être trop tôt pour la poser, mais pour maintenir les outils industriels en fonctionnement, il faut un minimum de tonnage de canne. Oui. Et là, vous êtes au moment où... Il ne faudrait pas descendre plus bas. Enfin, on est à... Sur les deux unités, on est au creux de la vague. Il ne faudrait pas qu'on descende plus bas. Mais aussi avec les incidents climatiques et sociaux qui ont eu les 2 dernières années, qui ont fait que, malheureusement, on est resté au creux de la vague. Et il y a 3 ans, on était sur une dynamique de remontée qui a été cassée net avec les troubles sociaux qu'il y a depuis... Oui, c'est il y a 2 ans. Donc on espère que... Il est toujours plus facile de descendre que de remonter, donc la remontée va être lente, mais on ne désespère pas. Donc pour poursuivre et après pour laisser la place au débat,
là, les quelques perspectives qu'on s'est mis dans la tête. Monsieur Dolin, qui était avec nous il y a quelques jours, dans le cadre des travaux menés par la région sur un nouveau modèle économique pour la filière canne, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en exergue. Nous n'avons pas encore finalisé parce qu'il y a une synthèse qui sera faite courant novembre avec plusieurs propositions et des pistes d'évolution. Donc pour faire simple, je vous le redis, un emploi direct et indirect, un objectif d'avoir 850 000 tonnes, donc quand on dit 850 000 tonnes, on dit mais ils sont fous. Non, non, 650 000 tonnes pour Gardel, 120 000 pour la CRMG et 80 000 pour les distilleries. Sachant que les distilleries, quelles que soient les conditions climatiques, sociales ou autres, les 80 000 tonnes, ils les mangent. Et les sucreries prennent ce qui reste. C'est l'inverse à la Martinique, mais on sait que les distillateurs, quoi qu'il se passe, trouveront leurs 80 000 tonnes. Et nous, on prend le reste. Voilà. Ça a déjà été dit, donc je l'ai dit, vous le retrouvez dans les documents. Garantir et consolider le revenu des planteurs. Si ma mémoire est bonne, c'est monsieur le député qui avait évoqué ça dans ses propos. Donc, pérenniser les temps d'améliorer qualitativement la seule calière, c'est ce qu'on disait. Autre point qui évolue vite maintenant. Donc, nous avons démarré une filière canne sucre bio. Il y a 2 ans, on a fait une récolte bio complète. On a produit du sucre bio, mais comme au dernier moment, l'INAO nous a dit ce qu'on vous avait promis, on ne peut pas le faire maintenant. Donc, le sucre bio, il est sous scellé et on n'a pas pu le vendre. Ce qui a évolué depuis, c'est que la récolte passée, qui vient de se terminer, nous n'avons pas fait de sucre de récolte bio. On a acheté la canne bio au prix de la canne bio, mais on n'a pas fait de transformation en sucre bio pour 2 raisons. Nous avions Albemin qui nous avait collé un ultimatum pour finir au 30 juin. Et il y a eu beaucoup de pannes d'Albemin qui ont fait qu'on a préféré ne pas ralentir le process pour faire le bio et aller jusqu'au bout, surtout que nous n'avions pas encore validé complètement le process. Bonne nouvelle, depuis quelques jours, voire quelques semaines, le produit qui était polémique vient d'être accepté. Donc nous devrions, on attend confirmation, mais normalement il ne devrait pas y avoir de souci, pouvoir faire du sucre bio dès la prochaine campagne. Puisque c'est le produit qui posait le problème et qui n'était pas problème, puisqu'il n'y avait que des composants bio à l'intérieur, va être inscrit au niveau européen, et l'INAO sera obligé de s'y soumettre. Ça c'est pareil, c'est des pistes qu'on a vues la semaine dernière, donc voir comment on peut optimiser la logistique et les dispositifs logistiques et organisationnels de la filière. Et enfin, voir sur les itinéraires techniques et autres ce qui est possible de faire pour remonter en amont. Donc je ne vais pas vous soulever plus sur ça. Par contre, c'est le point suivant qui là nous intéresse tous, à la fois canniers et membres du monde agricole en général. C'est la réforme du cadre financier pluriannuel et l'impact sur les régions ultra-périphériques. Donc pour ceux qui ne sont pas au fait des choses, j'ai remis un petit contexte. Depuis le 16 juillet 2025, la Commission européenne a proposé une réforme profonde des politiques de cohésion agricole et de pêche via un fonds unique PPNR et des plans de partenariat nationaux et régionaux. Présenté comme une simplification et un renforcement de la subsidiarité, cette réforme conduit en réalité à une renationalisation de politiques historiquement communes. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui on a un POSEI. Demain, si ce qui est proposé passe, ce qui était géré dans le cadre du POSEI va retomber dans une enveloppe franco-française et sera donc géré au niveau français. Et donc, dans un contexte de crises successives et d'accords commerciaux défavorables, subirait un recul historique et inédit dans la prise en compte des spécificités des rues. Les principales mesures sont proposées, c'est suppression des fonds actuels. Donc, je vous fais la litanie, FEAGA, FEADER, FEDER, FSE, FEAMPA, remplacé par un fonds unique, PPNR. Donc, fin des programmes dédiés POSEI, FEDER, dispositifs spécifique fait en bas. Donc pour tous ceux à qui ça parle, tous les dispositifs européens, que ça soit pour l'industrie, pour les fonds sociaux, pour la canote, repasseraient dans une enveloppe commune. Ça aussi, vous ne vexez pas, hein, on n'a rien contre l'État, c'est la conséquence qui viendrait derrière. Arbitrage budgétaire confié aux États membres, avec une réduction globale, je tiens à le souligner, de 22% du budget de l'enveloppe globale possédée. Tout le monde. Et
un règlement unique avec 90 articles qui remplacerait le 7 règlement actuel. Donc, conséquences pour les RUP, donc pour la Guadeloupe. La première, agriculture. Donc, comme je le rappelle depuis tout à l'heure, disparition du POCI comme instrument autonome. Risque majeur pour l'autonomie alimentaire, la diversification et des dizaines de milliers d'emplois, bananes, canne, sucre, rhum, élevage, fruits et légumes. Mise en concurrence, alors qu'avant, les trois étaient séparés, donc avec des fonds dédiés, avec les politiques de cohésion, de pêche et de la migration. Pour la pêche, parce que même si des fois on nous dit qu'on ne regarde que notre nombril, la pêche sera aussi impactée. Suppression de l'enveloppe réservée pour la compensation des surcoûts. Même chose qu'auparavant, mise en concurrence avec les autres enveloppes. Cohésion. Disparition de l'allocation FEDER RUP et des aménagements techniques, cofinancement, éligibilité, des interventions, etc. Et mise en concurrence. À chaque fois, si celle-là, elle est mise en concurrence avec les autres, l'économie emploi, fragilisation du secteur représentant des centaines de milliers d'emplois. Et enfin, juridique, plus de cet article-là qui n'a pas disparu, qui faisait des RUP, l'obligation pour l'Europe de traiter les RUP de façon spécifique. Donc, après tout ça, voilà ce que nous souhaitons dire, et après, je mettrai une dernière diapo que l'on souhaiterait voir arriver. Cette réforme est en rupture et en contradiction avec la doctrine consistante de commission depuis 1989. Quelle raison justifie ce changement de cadre brutal? On nous a pas expliqué. L'échec de la politique européenne à l'égard des RUP, et ainsi de suite. Cette réforme prive d'effet utile l'article 349. Donc il faut qu'on nous explique comment cette réforme peut se mettre en place, alors que l'article 349 est toujours là. L'un ne va pas avec l'autre. Elle entraîne une concurrence budgétaire inédite entre l'agriculture, la pêche, la cohésion, la migration, et entre les bénéficiaires des RUP et des bénéficiaires continentaux, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura qu'une seule enveloppe, et chacun ira piocher dedans comme il pourra. Mais ça va dépendre de comment on construit l'enveloppe. Pour l'instant, tel qu'il nous a été présenté, ça va donner la responsabilité aux États membres d'organiser. Pour l'instant, l'Europe ne nous l'a pas présenté comme ça. Donc je suis obligé de le présenter comme ça. L'Europe dit c'est pour améliorer la subsidiarité. Donc aux États membres de s'organiser. Alors ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est éventuellement l'éventuelle contradiction avec le 349 du traité, l'article 349 du traité, qui, comme vous l'avez rappelé, mentionne que les RUP doivent être traités différemment. Mais sinon, à part ça, qui est un sujet peut-être, ça sera à la France de s'organiser pour que les fonds structurels, enfin en tout cas ce nouveau fonds, soient répartis pour respecter ou pour continuer d'accompagner les territoires dans la correction de leur fragilité, qu'ils soient continentaux, enfin hexagonaux, ou qu'ils soient nos DOM. J'entends, monsieur le préfet, mais je souhaite qu'à haut niveau, le discours soit le même. Parce que la théorie, monsieur le préfet, voudrait être celle que vous êtes en train de nous dire. Oui. Mais en pratique, vous savez, malheureusement, moi je peux me permettre, parce que ça fait 30 ans ici que je chasse les modes de financement européens, nationaux, locaux, et on sait comment, quand une enveloppe, vous m'excuserez le propos que je vais utiliser, est un seul manger cochon, et ben on sait qu'on y a tous droit et on va tous se taper dessus. Alors qu'on était en train de dire au début qu'on est dans de la cohésion, qu'on veut des choses transversales, qu'on veut fonctionner ensemble, à partir du moment où ça va être la loi du lobby, et ça va être, je suis volontairement caricatural. Oui, parce que la loi du lobby, comme vous dites, elle est encore plus forte quand c'est à Bruxelles. Sauf que l'enveloppe OCI est définie, et elle est fléchée par... on a en moins un gâteau POCI Guadeloupe, même si au sein du gâteau POCI Guadeloupe, après, il y a des tranches qui peuvent bouger, mais ce n'est pas souvent le cas. Oui, ça a été l'actualité il n'y a pas très longtemps, là. Mais bon. Sur la tranche qui a failli bouger, qui finalement ne bouge pas. Et donc, pour la banane. Ce que je vais vous mettre là, ce n'est pas que la Guadeloupe qui l'a dit et qui l'a écrit. C'est la position de l'ensemble des Drômes. Position défendue. Et quand je dis Drôme, je peux même aller plus loin, c'est la position de Madère et compagnie, donc de tous les autres. Ils se voient mardi ou mercredi prochain pour finaliser tout ça, à Bruxelles. L'État français sera bien présent. Je ne doute pas. Mardi ou mercredi prochain, ben je vous le dis, si vous ne savez pas. Donc maintenir et renforcer les instruments spécifiques aux RUP. Premier point.
Ça peut choquer. Mais avant le document de juillet, c'est ce qui courait dans les couloirs de Bruxelles, donc on s'autorise à le réécrire. Doubler le POCI agricole. Quand je dis POCI agricole, c'est pas le POCI français, c'est le POCI à l'échelle européenne. Et créer un POCI pêche pour compenser les surcoûts structurels. Et enfin, garantir la sanctuarisation des mesures spécifiques dans le CFP post-2027. Donc j'aurais fini ma présentation, fini de vous saouler, désolé, j'étais un peu rapide, et parfois avec des notions qui ne sont pas toujours simples quand on les aborde pour la première fois. Donc je vous remercie de votre attention. Disponible s'il y a des questions, sinon, monsieur le préfet, on peut commencer à débattre sur ce que, éventuellement ces bases-là, ou sur d'autres choses. Je vous remercie. Merci, monsieur Mathieu. Je pense que le mieux est donner la parole aux planteurs, aux syndicats de planteurs qui sont là. Qui veut ouvrir le débat. Allez-y. J'ai une question qui est plus pour faire le lien avec la présentation. Vous êtes en compétition avec les planteurs réunionnais. Enfin, le sucre guadeloupéen. Compétition. Ben, sur le marché européen, le sucre guadeloupéen est-il en compétition avec le sucre réunionnais? Non. Cannes, j'entends. Hein. Non, parce que si on parle de sucre spéciaux, on n'est pas sur les mêmes marchés. Okay. Ça fait très longtemps qu'on est tous sur les marchés européens, et on n'est pas sur les mêmes marchés, et on a eu l'intelligence de ne pas se battre et de ne pas se faire la guerre sur des marchés communs. Par contre, aujourd'hui, quand j'ai évoqué par exemple Maurice, les sucres spéciaux Maurice font la cour à des grands groupes, comme Tereos, comme d'autres, font la cour à des gros industriels agroalimentaires. Et comme en plus, là, on leur octroie régulièrement par petites pincées, mais des autorisations de vente de sucres spéciaux à des prix avantageux par rapport au reste, ça rentre pleinement en concurrence avec nous. D'accord. Et l'accord du Mercosur, ça a un impact sur vos marchés à vous? Vous savez, à un moment donné, c'est comme dans tout accord, le sucre, les DOM, ne représente même pas un grain de sable dans le tas de sable du Mercosur. Et si demain, je suis volontairement provocateur, si demain pour vendre 100 rafales de plus, il faut filer 10 000 tonnes de quotas de sucres spéciaux à un pays dans l'accord Mercosur, ça partira. Ça ne représente rien quand on regarde de façon éloignée. Mais pour les petits producteurs que sont ceux des drogues, c'est énorme. C'est pour ça que je pose la question, voilà. C'est que je me doute bien de cette type de réponse. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas identifié de concurrence directe au jour d'aujourd'hui. Le concurrent direct, c'est que si aujourd'hui on fait pas attention, par exemple, il fait pas. Si aujourd'hui on fait pas attention, si on ne ménage pas nos clients qui sont friands du sucre roux des DOM français, parce que quand je veux faire certaines préparations, je veux afficher toute origine France, pourquoi nous avons voulu aussi ouvrir une ligne bio? Parce que nous avons des gros clients qui font production bio, mais au lieu de mettre bio France, ils ne peuvent pas, parce que le sucre qu'ils utilisent aujourd'hui n'est pas du sucre bio de canne français, puisqu'il n'y en a pas à date. Et toute petite place qu'on pourrait laisser à des gros comme le Brésil, ils s'en fichent, ça représente peanuts, c'est des marchés de dégagement. Si jamais on laisse faire, ils prendront. Maurice, c'est pareil. Maurice, ils savent faire, ils s'adaptent à une vitesse pharaonique. Pour les gens qui ont déjà été à Maurice, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Et je vous rappelle, le marché, c'est 250 000 tonnes. Si on laisse passer quelque chose, c'est... Et depuis qu'on a eu la disparition de l'OCM Sucre en 2017, le marché est ouvert. Le cours mondial, le vrac, on sait ce qu'il est. Donc si on ne se bat pas pour garder les sucres spéciaux, malgré ce que disait M. Denis tout à l'heure, le CAC 40 pourra remonter. Hein. On ne sera pas compétitif. Et le sucre de canne bio, il a une valeur ajoutée, une plus-value par rapport au sucre non bio. Oui. Et de quel, vous avez vu dire combien? Pourcentage, quoi, grosso modo. Actuellement, c'est de l'ordre de 2 à 300 tonnes, à 300 € la tonne. Donc je n'ai pas de comparaison avec le sucre normal. On est sur les sucres spéciaux. Actuellement, on a combien là, Stéphane, la tonne? 6, 700 700, 750. Et donc, en bio, on est entre 1000 et 1200 selon les bouchers. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable de répondre à des cahiers des charges que les gros industriels ne peuvent pas faire. Mais par contre, que des comme Maurice, qu'on considère comme des gros, sont capables de faire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore une certaine souplesse qui nous permet de faire des petits volumes et des spécificités. Par exemple, on a un marché Chambreau, on a un marché à Lyon, ça nous permet de répondre à des demandes. On a encore cette souplesse-là, mais à fur et à mesure qu'on va nous restreindre les volumes, eh ben, on a d'autres difficultés. Voilà. J'ai répondu à votre interrogation. Donc, parmi les représentants planteurs qui veulent attaquer le débat. Honneur aux jeunes. Il y a combien de jeunes qui s'installent par an ici? Qui s'installent par an? C'est une vraie question. Je veux dire, dans le cas de l'AD, enfin, on a dit parce qu'ils sont aidés, oui, ils ont la DGA, etc. Sur la DGA, on a 19 demandes en cours, là, cette année. 2025. 2025. Mais comme vous le savez, cette année, on n'est pas fonctionnel. Donc, zéro. Oui. C'est à peu près une vingtaine de dossiers DGA par an, c'est ça, à peu près, alors qu'il en faudrait 200. Si on raisonne, il faudrait 200. Si on raisonne, si on voulait... C'est une quinzaine de dossiers ces dernières années. 15, encore moins. On est à 10 fois moins que ce qu'il faudrait pour... assurer le renouvellement des générations. Alors, assurer le renouvellement des générations et réussir le plan de souveraineté alimentaire tel qu'il est défini. Et sur les 15 qui veulent s'installer, qui demandent la DGA, au moins, la CAN est présente dans combien de dossiers? Combien de projets? Malheureusement. De moins en moins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup l'effet inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que les jeunes qui reprennent des exploitations de la CAN, souvent ils nous disent que la CAN, soit ils vont la diminuer, soit ils vont la supprimer. C'est là où je vous parle. Maintenant, nous on défend, moi je suis dans le net. Et donc je défends cette production-là, puisque comme on l'a dit, on l'a redit, c'est un pilier. Et on essaie de faire comprendre que s'il y a une diversification pérenne, ce sera avec la canne, sans la canne. Mais au vu des difficultés qu'il y a, monsieur Mathieu a parlé des événements, des événements sociaux. Dont il parlait, c'était il y a 3 ans. Il n'est pas rentré dans les détails, mais en fait, on avait bloqué l'unité séculaire à l'époque, avec les syndicats planteurs, parce que on a aujourd'hui un problème qui est mondial, qui parle du cours du sucre, on est conscient. Mais de la vue même des services, notamment de l'État, on a une diminution de la richesse saccharine. Ça descend d'année en année. Et on est payé à la richesse. Donc forcément, notre revenu... Oui, je parle de... Il faut donner les vrais sujets. Il y a 30% qui sont payés à la richesse. Oui, mais 30%, c'est pas la valeur. C'est 30%. Non, là, je n'ai pas essayé avec la richesse. Pas arrêter de dire des conneries. Pas beaucoup. Mais oui, au-dessous de 7, on touche 37 €. Et au-dessus de 7, on touche 40 €. J'ai inventé rien. 3 € sur 100 €. Et c'est beaucoup. Bon. C'est 30% de revenus, c'est pas pour ça, parce que vous avez bien dit. Et nous, ce qu'on voulait et ce qu'on a demandé, c'était justement qu'on puisse remettre les choses dans la réalité, savoir qu'il y a une compensation. On a obtenu à l'époque. C'était Et pourquoi la CAN baisse en teneur de saccharine? C'est climatique, on ne sait pas. Personne ne sait. Les centres techniques se sont marchés dessus, personne ne sait. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et ce qui est important d'avoir retenu dans les propos de Yannick, c'est que ce n'est pas guadeloupéen. C'est à l'échelle mondiale. On observe à l'échelle mondiale une baisse de la richesse saccharine de la canne que personne n'est capable d'expliquer pour l'instant. Ce n'est pas un problème guadeloupéen. On l'observe dans les autres dômes qui sont la Réunion Haute, mais on l'observe surtout dans tous les producteurs sucriers de canne dans le monde. Et tout le monde se penche sur la question, mais pour l'instant, il n'y a pas la solution. Et donc, ça me permet de revenir juste par rapport à la baisse de richesse, les raisons elles sont certainement multifactorielles. Il faut vraiment des études très pointues pour arriver à déterminer quel facteur influence le plus les baisses de richesse. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, le sujet que nous avons en pleine partie, sur la question posée. Et donc, cette histoire de spécificité. Puisque si on perd ça, on ne sait pas encore ce que ça va donner, comme disait M. Mathieu. On sera sous la même enveloppe que n'importe quelle région de France. Et il sera difficile pour nous de pouvoir mobiliser les fonds à l'instant T. Et alors, le directeur de garder les, je sais plus, parties pour
ce sujet-là. On a un représentant qui va aussi là-bas aussi, le vice-président des jeunes agriculteurs. Je relais encore ce que disait M. Mathieu. Il faut vraiment que l'État appuie nos demandes. Parce que la spécificité dont on parle, les spécificités dont on parle, avec toutes les contraintes qu'on a, climatiques, d'ailleurs, vous avez une commission d'enquête là pour Jerry. Il faut savoir que depuis 2022 maintenant, on a un épisode de pluie comme celui-là, au moins une fois par année, systématiquement. Avec plus ou moins, les zones sont plus ou moins touchées, mais on a systématiquement depuis 2022 un épisode de pluie comme ça. Et on a un dérèglement climatique, on a de la pluie au moment où il ne faut pas en avoir, on a de la pluie en pleine récolte, on a du soleil au moment des entretiens de canne, juillet, août, enfin tout est déréglé. Et nous, on ne peut pas faire face à ces dérèglements-là sans accompagnement, sans fonds, sans prise en compte justement de ces spécificités-là. Donc, on avait déjà eu ce discours avec vous quand on s'est croisé à la banane. Je vais redire la même chose. Nous, on est dans une démarche de construction, de maintien aussi de ce qui existe, mais on pense déjà à l'après. Parce que, comme on l'a dit, c'est l'un du cheval de bataille de la DAF aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, ce sera avec nous. Ce sera pas, sans aucune prétention, hein, mais ce sera avec nous, les jeunes agriculteurs, puisque ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en place en 2 ans. Il nous faudra bien 5 ans, voire une décennie pour mettre en place un système, je pense, qui marche très bien. Et dans 10 ans, la plupart des agriculteurs d'aujourd'hui ne sont plus dans le milieu agricole. Donc, encore une fois, sans avoir la prétention de dire qu'on a la solution, par contre, on a la prétention de dire qu'on est là pour travailler, qu'on est là, on peut compter sur nous. D'où l'importance, d'abord, c'est pour ça que je pose la question d'entrée de jeu, combien il y a d'installations par an. Justement. S'il n'y a pas de renouvellement. La vérité aujourd'hui, c'est que le milieu est tellement peu attractif que voilà, on a des jeunes qui veulent entrer dans l'agriculture et qui au final font marche arrière. On a ceux qui initient un parcours d'installation. C'est dommage que mon secrétaire général n'est pas là, il vous en aurait parlé. Lui, par exemple, il a laissé son travail pour s'installer. À titre principal, parce que là aussi, il faudrait qu'on en parle, ce sera un sujet que ça me suit la tête, mais il faudrait une installation progressive, c'est quelque chose qui a été refusé en local, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas dire à un jeune de laisser tomber son métier pour arriver aux solutions d'agriculture d'emblée, or qu'en face, ce qui devrait marcher ne marche pas. C'est ce qui arrive. Donc là, il faut vraiment une refonte, et j'en profite pour en parler. On a fait une demande pour ce qu'on appelle les états généraux de la culture, on voit le nom qu'il faut. Mais je pense que ça va être un point de départ, c'est impératif, pour savoir ce qu'il y a, ce qui marche, ce qu'il faut consolider, ce qu'il y a à faire, comment le mettre en place, et avec tous les acteurs, quand je dis tous les acteurs, sans exception, qui tournent, qui gravitent autour de l'agriculture, l'État, les syndicats, la Chambre, ceux qui ont des fonciers, les départements, SAFER. Le conseil régional qui a la compétence économique. Voilà, en fait tout le monde, parce que ce n'est pas une personne qui voit la solution, hein. C'est pas une filière, c'est pas une interopos. C'est-à-dire que la réussite de l'agriculture, mais c'est pareil dans l'Hexagone, c'est pareil pour tout le monde. Dans tout le monde, c'est quand c'est la société qui. Quand la société veut de l'agriculture, ben, l'agriculture elle va se développer. Quand la société se détourne de l'agriculture, ce qui est les problèmes qu'on a dans beaucoup de sociétés modernes d'Europe, où les gens savent plus ce que c'est qu'un paysan. Les gens savent plus ce que c'est qu'une poule, savent plus ce que c'est qu'une vache, savent plus ce que c'est que ça. Un coq qui chante. Un coq qui chante, ça les dérange. Ou une bouse de vache dans un chemin. Et donc là, bah, ça fait une perte de crédit, une perte d'image pour l'agriculture, et ça décourage les agriculteurs. Et donc il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe. C'est pour ça que l'idée d'État, moi je trouve, l'idée d'État généraux de l'agriculture, si c'est bien partagé comme vous le dites, porté par toutes les forces vives d'un territoire, c'est de dire à un territoire et à sa population, on a besoin d'agriculteurs. Et après, on regarde pourquoi faire, mais on a besoin d'agriculteurs, parce qu'on a besoin de faire vivre le territoire, on a besoin d'une souveraineté alimentaire, on a besoin d'entretenir les paysages. Vous avez aussi un rôle, j'imagine que vous allez pas en parler, mais et la canne, puisque là on est plutôt sur la canne, c'est une référence de vos paysages guadeloupéens. Parce que ça structure aussi les paysages, ça, vous entretenez les milieux. Vous êtes un des acteurs importants de la lutte contre le dérèglement climatique, par vos actions. Soit en l'accentuant si vous faites des bêtises,
soit au contraire en essayant de rattraper ces conséquences du dérèglement climatique, en ayant une bonne gestion des sols, qui limite l'érosion, qui limite les inondations. Enfin, il y a tout un tas de trucs sur lesquels vous êtes extrêmement important. C'est ça. Et le fait d'être une route, un territoire ultramarin, ou insulaire, on veut l'appeler, longtemps on a pensé que c'était une difficulté. Moi je pense que c'est une force, c'est une chance qu'on a, puisqu'on est sur un territoire qui est fermé, entre guillemets, qui est seul ici, c'est une île, on peut faire les choses. On n'est pas noyé dans diverses régions, entre deux pays, voilà. On a des spécificités, mais on peut exploiter. Mais il faut encore qu'on se mette autour de la table. On cherche quoi faire, comment le faire. Donc je ne vais pas être trop long, je parle beaucoup. Mais en tout cas, encore une fois, vous pouvez compter sur nous. On est là pour travailler et on attend que ça. Je vais essayer de faire un petit peu l'opposant de Yannick, puisque lui il est jeune et moi je suis sur le départ. Mais notre opposition s'arrêtera là. Et donc, certainement parmi les plus âgés, candidat au départ, avec une exploitation de plus de 45 hectares, 2 jeunes s'installent. On a un problème, 15 dossiers par an, un besoin de 200 candidats par an, pourquoi on ne trouve pas les 85 restants? C'est parce que c'est un parcours du combattant. Rien ne fonctionne. Quand un jeune veut s'installer, la première porte de difficulté, c'est que tu dois avoir donc un certificat formation de 1200 heures qui commence par sortir de sa poche à peu près 6 000 €. Et je précise même en candidat, libre, uniquement par, visio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours physique, c'est la personne qui travaille dans son coin. Quand il arrive à faire cet effort pendant les 8 mois de sa formation, il faut qu'il attende administrativement, c'est-à-dire encore 4 à 5 mois pour qu'il obtienne réellement son diplôme. À l'issue du quoi, il va devoir passer un stage en cours de 21 heures de gestion comptabilité, qui, sauf erreur de ma part, parce que c'est un monde que je découvre, que je ne connaissais pas, parce que la génération n'a pas le droit à ça, qui est une formation annuelle. Alors si elle est dans la continuité de la formation, ça va, mais si elle est 6 mois plus tard, ça veut dire que le jeune, avant même qu'il dépose le moindre dossier à la région, il a déjà 1 an et demi de parcours du combattant. Si vous me permettez que je réagisse sur ce point-là, sans vouloir vous couper la parole, mais moi je considère à l'inverse que c'est fondamental, mais alors complètement fondamental, que nos jeunes agriculteurs soient bien formés. Je suis d'accord. Le monde est de plus en plus complexe. Votre métier, ce métier est et sera de plus en plus complexe. Si on n'a pas des jeunes qui soient en capacité, parce qu'ils ont une formation, d'appréhender cet écosystème complexe, de s'adapter, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils vivront dans 10 ans, vous disiez dans 10 ans, mais dans 10 ans, on n'aura plus le même climat, on aura d'autres problèmes encore, et dans 20 ans, vous serez encore là, encore plus. Donc si on n'a pas des jeunes qui, parce qu'ils sont bien formés, sont capables de se réajuster en permanence, de comprendre l'environnement, là c'est la faillite. Moi, et d'ailleurs je trouve, ça c'est mon approche personnelle, peut-être que je suis ingénieur agronome de formation, moi je trouve que, alors ici je ne sais pas bien dire, mais dans l'Hexagone, le niveau demandé n'est pas assez élevé. Le métier devient tellement complexe que si on n'est pas formé, on n'y arrive pas. Et on s'écroule très vite à la moindre difficulté. Donc moi je suis un fervent supporter de la formation. Il faut que les jeunes candidats à l'agriculture soient super bien formés pour pouvoir appréhender ce métier qui n'est pas qu'un métier physique, qui est un métier où il faut vraiment bien comprendre l'écosystème, il faut une très solide formation. Voilà, c'est juste ma réaction par rapport à... Mais je partage parfaitement votre point de vue. Simplement, c'est que je dis qu'aujourd'hui, qu'un jeune qui veut s'installer, comment t'en avertir, qui parfois de plus en plus sont déjà des bacheliers, puisque 85% de nos jeunes ont au moins le bac, et je dirais que, particulièrement en Guadeloupe, je dirais qu'ils sont à bac plus 2, plus 3. Aujourd'hui, donc, on a quand même des gens, par rapport à ma génération, qui ont des têtes déjà un petit peu mieux paramétrées au départ, ne serait-ce que pour apprendre à réfléchir.
Effectivement, l'agriculture, comme tous les métiers, sont des métiers d'expérience et de contact de terrain et que la formation est primordiale. Ce que j'ai voulu simplement attirer votre attention par le parcours du combattant, c'est que c'est beaucoup trop lent. Parce qu'entre le moment où vous avez des jeunes adultes qui quittent chez papa, chez maman, qui veulent se lancer dans la vie, et puis déjà avec des handicaps. Et il faut absolument qu'on arrive à les réduire pour leur permettre d'avoir accès. Aujourd'hui, nous ne sommes pas attractifs. Je le dis très clairement, la CAN n'est pas attractive parce qu'elle a malheureusement, chaque fois qu'on va se prendre un mouvement social, et bien on va perdre encore des jeunes qui veulent toquer à notre porte. Nous avons besoin, si vous voulez, ce ne sont pas des métiers faciles, et particulièrement la chimie, où nous avons des problèmes climatiques qui ne cessent de changer. On entend parler qu'en mal de notre profession, il y a des retards dans la gestion des dossiers à la région, peu importe l'endroit où c'est. Tout ça reste excessivement négatif. Dans les états généraux, oui, je le partage avec Yannick, ça fait déjà un certain nombre d'années, mais à titre personnel, j'ai envie de vous dire, je finirai par ne plus y croire, malheureusement, parce que je n'ai pas l'impression qu'on est pris en considération. On est pris en considération quand on a des mouvements. On a connu la LKP, on a connu à l'époque d'autres grèves, et chaque fois que KDA, si ça te fait plaisir, mais qui nous a quand même précipité notre filière canne, mais ce n'est pas là, c'est un détail, on n'est pas là pour ça. On a quand même nourri la population. Les agriculteurs ont toujours été réactifs. J'ai vu pendant le Covid, en tant que responsable de coopérative, nous arrivons à faire 400-500 paniers jour. À l'époque, avec M. le Préfet, on organisait donc des services en drive. C'était assez surprenant. Et le premier jour où les marchés ont été libérés, c'est-à-dire les grandes surfaces, on est passé de 500 à 0. Et néanmoins, les agriculteurs de Guadeloupe, et ça c'est pour l'autosuffisance alimentaire ou la souveraineté alimentaire, ont toujours répondu favorablement à nourrir sa population. La population s'est toujours tournée vers nous, c'est pas que ça avait le bon problème, mais c'est toujours détourné de nous, et que la situation redevenait normale. C'est classique. Mais c'est tout à fait classique, puisque aujourd'hui, moi je le dis, quand vous avez des situations, puisque nous sommes tous des responsables d'entreprise et donc nous avons des bilans, des battrages, on travaille pour ça, on travaille pour notre rémunération. Moi je suis désolé, je suis en société, j'ai des actionnaires, il faut que je dégage des revenus. Donc c'est une obligation, mais je n'arrive pas à comprendre, on est beaucoup trop lent dans tout ce qu'on imagine et ce qu'on veut mettre en place. On fait un travail avec la région, ça fait déjà 1 an que les appels d'offres sont lancés, on va faire une étude sur l'audit. La récolte va s'ouvrir dans 2 mois, 3 mois, max. Nous ne sommes toujours pas à avoir mis en place. Qu'est-ce qui va nous régir à la campagne suivante? Est-ce qu'on va devoir avoir des mouvements? Mais c'est en cours, ça. Oui, mais il faut bien qu'on dénonce la lenteur des choses. Si tu veux installer un jeune agriculteur, il faut lui donner l'envie. Combien de temps ça met pour s'installer un jeune agriculteur? Quelle est la durée? Vous savez dire ça? Alors déjà, on en a parlé, mais il y a déjà l'accès au foncier. Alors vous avez posé la question. Voilà, s'il a la chance d'accéder à un foncier, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Après, sur la partie effective, ça va très vite. Vous avez une libération dans un GFA, par exemple, et le jeune il est installé, il a son bail en 1 an, moins d'1 an. Dès qu'il répond aux normes, voilà. Donc dans la théorie, ça va très vite. Tous ceux qui sont là viennent du lycée agricole de moi, qui suis ancien exploitant. Donc le lycée agricole forme des diplômés agricoles. Quand ils se présentent pour postuler sur des lots en réforme foncière, ils sont prioritaires par rapport aux autres. Bon, c'est sûr que sans formation agricole, on impose une formation agricole. Mais quand on sort du lycée agricole, là, tout cela, ils sont sollicités au lycée agricole. Et ils sont agriculteurs aujourd'hui. Pas celui-là, mais... Moi, j'étais dans la première promotion BTS, agronomie tropicale. Il y a longtemps. Non, pas tant ça. Mais en 92. Il n'y a pas longtemps. Mais ça ne change pas que si vous voulez installer des jeunes, des vieux qui sortent. Oui.
Oui, mais ça, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de vieux qui allaient sortir. Donc ça Non, mais il n'y a pas forcément les parcelles. Il n'y a pas de vrai problème. Pourquoi nous ne sortons pas? Parce qu'il faut être honnête. Moi, je veux bien sortir, mais pas pour 360 € de retraite. Parce que c'est la moyenne domienne. Je ne sors pas de 360 €. Je suis désolé. Donc, je ne prends pas de la place. Donc, la vérité, monsieur le préfet, à ce stade-là, on tourne autour du foncier depuis quelques minutes. Là. Il y a des choses qui datent depuis 2020, qu'on avait acté avec le prédécesseur, sur lesquelles s'est engagée la région, sur lesquelles s'est engagé le département. Je vous demande de voir avec monsieur Leda qui va ressortir les conclusions du COSGA d'avril 2020, où tout le monde avait signé, il y en avait 4 pages à 4, comment on l'appelait d'ailleurs, je ne sais plus le terme, du futur projet de l'école de la Guadeloupe et autres, ok. Avec le premier point essentiel qui était déjà en 2020, régler le problème du foncier. Je vais utiliser un gros mot derrière. Désolé pour aussi la Chambre. Finir la réforme foncière, parce qu'il y a une énième et ultime étape à réaliser, et depuis c'est lettre morte. Donc comme on a la chance de vous avoir ce matin, et comme c'est la préfecture qui était aux manettes du comité de la réforme foncière, ça serait bien qu'incessamment sous peu on puisse le réunir et voir si oui ou non on met définitivement la chape de plomb sur cette affaire-là, on ne va pas plus loin, ou si on en trouve une issue. Depuis 2020, alors qu'il y avait des engagements de tout le monde, de tous les politiques, si tu l'as pas, je l'ai là, le PV. Rien n'a été fait. Pour de multiples raisons, on a eu le Covid, on a eu un tas de trucs derrière qui ont fait que, mais il y a des choses à finir. Je ne dis pas que l'ultime réforme foncière réglera tout, c'est pas ça. Le foncier, il faut qu'un jour ou l'autre, politiquement, nos politiques, je suis désolé, monsieur le député, je suis désolé Patrick, parce que c'est toi qui est là, qu'à un moment donné, on se dise, c'est un sujet politique qu'il faut régler. Parce que ça pose problème pour les jeunes, ça pose problème même pour les anciens. Aujourd'hui, on parle de créer des entités agricoles économiquement viables. Le gars qui a 4-5 hectares, s'il veut progresser, s'il a de l'appétence pour un marché qu'il a, il fait comment? Il ne trouve pas d'hectares supplémentaires. Et le point évoqué sur la retraite, c'est un des leviers, mais ce n'est pas le seul. Il y a une vraie urgence à traiter le problème du foncier agricole disponible en Guadeloupe. Juste, pour répondre là-dessus, il faut bien comprendre. Alors, premièrement, la Chambre n'est pas l'instigateur de la réforme foncière. C'est pas ce que j'ai dit. Non, nous on accompagne. Jusqu'à présent, avant de venir ici, on a tenu une assemblée générale de GFA. Mais il faut bien comprendre. La réforme foncière s'est faite sur les terres des usiniers. Vous voyez, chaque nom, on était à Hermitage 2. C'est des noms d'habitation. Sur ces habitations, il y avait, c'était les terres de l'usine, il y avait des colons. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de colons. Ça pouvait être des ouvriers d'usine qui avaient un petit bout de terrain, qui travaillaient, qui vendaient leur canal d'usine. En compensation, l'usine prenait sa part, etc. Et aujourd'hui, le plus gros problème de la réforme, un des plus gros problèmes de ces terres-là, c'est les petits, je m'arrête là, qui sont encore sur les terres. On les appelle des colons. Ils sont plus colons, mais ils sont pour eux sur la terre de leurs parents. Ok? Donc, aller régler, alors c'est le cas pour la réforme foncière, c'est le cas pour les terres de la région, c'est le cas pour les terres du département. Il y a beaucoup de terres, il y a des milliers d'hectares. Comment les récupérer? Comment faire ça? C'est ça la difficulté. Donc, on peut dire il faut le régler, oui, il faut le régler, mais ça ne sera pas facile. D'ailleurs, en 40 ans, la SAFER, qui elle était la cheville ouvrière de la réforme foncière, n'a pas réussi à déloger des colons. Donc il y a aujourd'hui des installés qui ont la moitié de l'eau, c'est-à-dire 4 hectares. Et ils n'arrivent pas à avoir l'autre moitié. Non, c'est occupé par les colons. C'est un vrai problème. Et ça, malheureusement, on ne peut pas effacer l'histoire. Mais tant qu'on fonctionnera, non pas en équipe, on ne sera pas dans un sport collectif, qu'on sera dans des individualités, à chaque fois il y a une bonne action individuelle qui est faite, il n'y a rien qui est fait en collectif. Et pourquoi, je m'en excuse encore, monsieur le député, je vais insister, pourquoi j'ai insisté sur le côté politique? S'il n'y a pas cet élan porté par les politiques, nous tous, autour de la professionnelle qu'on est, on a tous une bonne idée. Mais derrière... Moi je n'ai pas. Voilà. Ne me fais pas rire parce que je te connais depuis suffisamment longtemps. Mais que ce soit les terres du département que tu as évoquées, que ce soit les terres de la région, que ce soit les terres des GFA, c'est une vraie problématique à régler. Si on rentre dans les GFA,
Il y a des portages de terrain aujourd'hui, de parts, qui n'auraient plus existé, qu'on a essayé de régler il y a 5-6 ans, et que même, tiens, je vais donner un scoop, nous, Sicava, on avait mis de côté tout l'argent pour nos adhérents de GFA qui devaient se porter acquéreurs définitivement de leur part. Si tu veux, et à un moment donné, on est tous aussi responsables. Et je vais dire encore une chose qui va peut-être fâcher ce député. Tant qu'en politique, tant qu'on ne met pas la pression, hein, monsieur Baptiste, tant qu'on ne vous met pas la pression, vous prenez le sujet le plus chaud, et vous dites, bon, les autres, ils peuvent attendre. Mais ce sujet-là, c'est tous les 5 ou 6 ans qu'on le fait remonter. Alors que c'est le principal sujet pour qu'il y ait un monde agricole demain. Comme a dit Kinder, des jeunes formés, on en trouvera. Je vous laisse répondre à non, ne laissez même pas répondre, parce que député, je vous rassure, c'était pas agressif. Mais par contre, nous avons le département de la région qui sont propriétaires de terrain. C'est terres agricoles. Des terres agricoles, oui, bien évidemment. Et donc la volonté politique, elle est là. Alors, quelle est cette volonté politique? Surtout par rapport aux jeunes agriculteurs, à ceux qui veulent s'installer. Est-ce que la réforme en elle-même ne mérite pas d'être réformée? Tout à fait. Moi, c'est la question que je pose. Tout à fait, tout à fait. Et cette réforme de la réforme, elle se fait comment avec les politiques? Si vous me tendez le bâton pour vous faire battre, monsieur Baptiste, non, on est entièrement d'accord. La réforme foncière qu'ont fait nos anciens, elle a le mérite de nous amener là où elle arrive au bout. Non, elle a le mérite de nous amener là où on est. Elle a le mérite de sanctuariser des sols. Et heureusement, les milliers d'hectares qui sont dans les GFA, pour l'instant, sont sanctuarisés. Je rappelle que quelqu'un qui est dans un GFA n'est pas propriétaire du terrain. C'est comme son tracteur, c'est un outil pour travailler. C'est au moins la bonne chose qui a été faite. Et là où je vous rejoins, c'est comme pour beaucoup de choses, on est arrivé avec ce que nos anciens ont fait il y a quelques décennies à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on fait pour que demain, ce qui marchait dans le contexte il y a 40 ans, comme le disait Pascal, parce qu'on a fermé les usines, on a installé des ouvriers agricoles, on a installé des ouvriers d'usine, et le contexte social faisait qu'on avait une nécessité à ouvrir à trouver de l'emploi et une activité pour tous ces gens-là qu'on mettait dehors. Il ne faut pas se voiler la face, c'est ça. C'est ce que rappelait Pascal tout à l'heure. Mais on a créé un petit paysanat qui avait dans le contexte où on l'a fait, ça avait du sens. Mais il ne faut pas oublier que c'était des ouvriers agricoles, qu'on a transformé, ou industriels, qu'on a transformé du jour au lendemain en exploitant agricole, donc en chef d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise, je dois être capable d'avoir un minimum de gestion en tête, je dois être capable de faire un certain nombre de choses. Je deviens chef d'entreprise. Je change de paradigme, je ne suis plus dans la même logique. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, et certains avec une grande réussite. Aujourd'hui, on arrive à un renouvellement de la nation. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que le truc meure de sa belle mort? Ou on avance pour que ça soit encore quelque chose dont ceux qui viendront derrière nous dans 2 ou 3 décennies seront fiers d'avoir vu évoluer. Et vous n'êtes pas sans savoir, que ce soit vous ou votre voisin, le nombre de fois où dans l'hémicycle régional ou départemental, on a abordé ce sujet-là. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la filière agricole ici. Pas de prétention de tout connaître. J'ai assisté au moins, si vous me permettez le mot, à 4 ou 5 grandes messes ce sujet-là, où à chaque fois la montagne a couché d'une souris, parce qu'il y avait toujours un bon motif pour qu'on n'aille pas plus loin. Et je pense, et je le redis, c'est pas pour mettre... c'est que si on ne règle pas ce problème, Yannick l'a dit, la pyramide d'âge elle est comme ça pour l'instant. Et si on veut l'inverser, ben, il va falloir qu'on trouve du foncier. Et le foncier, on ne va pas faire comme les Japonais, on ne va pas aller mettre des cailloux, des machins sur la mer pour gagner 2-3 hectares, alors que le foncier il est là. Et si on veut un programme de développement agricole de la Guadeloupe, c'est le premier levier qu'il va falloir lever. Ça ne sert à rien de dire je file à Yannick, allez, je suis généreux, j'ai filé 10 millions pour qu'il investisse dans du matériel neuf comme on a derrière. Il va faire quoi avec? Il va le regarder parce qu'il n'aura pas de terrain pour travailler. Sans compter que derrière, et c'est normal, je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure Bruno, beaucoup ne cultivent plus, pourquoi? Parce qu'ils attendent gentiment la spéculation, qui finira tôt ou tard par arriver. Parce que c'est le seul moyen de se payer honnêtement une retraite. Ou alors ils sous-louent. Même en GFA, on sous-loue pour pouvoir avoir un petit pécule pour sa retraite. Donc c'est un vrai problème, il est à la fois agricole, sociétal, économique. Et si on ne règle pas le problème foncier, on pourra faire tout ce qu'on veut ailleurs dans le monde agricole, on n'ira nulle part. Et je suis désolé de finir sur cette note-là, mais c'est le premier point à régler. Et je ne pense pas qu'il y a un représentant de coalition rurale, il y en a un LGA, il y a FNSEA, il y a FLPG, et là-bas moi. Si le problème foncier n'est pas réglé, on va
Il y a le MODEF aussi, n'oublie pas. Ah, pardon, je t'ai oublié. Non, non, moi je suis chambre. Mais le MODEF. Ouais, mais comme je sais jamais quel chapeau tu portes, excuse-moi. Non, mais c'est vrai, c'est la pierre angulaire. Si on veut demain une agriculture en Guadeloupe, il faudra régler le problème du foncier. Si depuis réagir, effectivement, ça fait un moment, un bail, hein, qu'on entend ça comme discours, qu'il y a du terre, il y a tout. Mais j'ai cette impression, je le dis assez souvent, que le problème semble pouvoir être résolu quand ça n'intéresse pas, quand ça ne touche pas à celui qu'on doit toucher. C'est-à-dire que moi qui ai besoin de terre, je vois qu'il y a des terres, je dis effectivement qu'on peut faire sortir telle personne pour me donner cette terre-là. Mais si ça me touche moi, je dis non, 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 ce sont les terres de mes parents que je veux garder. Voilà le problème. Il faut qu'effectivement tous on s'y mette et savoir que ceux qui ont été effectivement, ceux qui ont été GFO, qui ont été terres, que ces terres-là ne les appartenaient pas. Il faut bien au moins qu'ils se disent on doit laisser et refondre le système qui a été mis en place, nous en sommes, qui a été très bien, il faut le refaire. Mais il faut que tout un chacun aussi se mette dans cette idée que les terres qui sont là, il faut installer les jeunes. On ne va pas mettre des pilotis dans la main pour vendre la Guadeloupe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand M. Acteur dit que c'est pomme d'or qui est en compte depuis un bon moment, parce que moi-même j'ai eu à le défendre. Donc on doit aller encore plus loin, mais je vois que M. le député qui est là, il travaille aussi. Je crois qu'il y a aussi un plus d'intérêt pour cette réforme de retraite. Donc l'État aussi doit intervenir, doit refondre aussi ce système et mettre en place quelque chose qui peut convenir aux agriculteurs. Mais il faut dire aussi, c'est vrai que la retraite est basse, mais quand on a transformé certains colons en chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc il y a beaucoup qui se trouvent sans retraite parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait au sein de chef d'entreprise. Il faut qu'on se le dise. Donc faire encore, c'est pas moi, c'est-à-dire quoi? On va parler tellement, on va avoir tellement de séminaires, on va faire tellement de marches qu'effectivement, après chaque séminaire, après chaque bonne messe, on va s'arrêter puisqu'on va se trouver à rebouter au même point. La retraite, les jeunes ne font pas de retraite parce qu'ils ne touchent pas assez. On peut pas, les terres sont là, mais on ne peut pas les donner parce qu'il y a des gens installés qui n'ont pas de bail, qui n'ont pas de convention, mais qui sont là. On n'arrive pas à les faire sortir. Ils ne font rien avec la terre, attention. Et voilà, et des gens qui ne font rien avec. Moi j'ai entamé avec la SAFE au niveau de la région, sur les terres de Guadeloupe, de Capesteo que la région appartient, pour faire effectivement un toilettage, pour remettre effectivement, refaire les baux qui ne sont plus d'actualité, mais aussi pouvoir installer. Ça fait 2 ans que j'ai entamé avec la SAFE. Je ne suis pas peut-être au plus mort, mais je suis arrivé à un point maintenant là, eh bien, la grosse messe qui doit avoir lieu, c'est faire évacuer les gens. Comment le faire? Monsieur Nolin, vous avez parfaitement raison, mais ce que je veux dire aujourd'hui, je vais être brutal et caricatural une nouvelle fois. Aujourd'hui, je parle sur le couvert de la date, on a grosso modo 10 000 hectares de SAU non valorisés. C'est à peu près ça? Non plus. Voilà, mais moi je préfère faire des chiffres parce qu'après pour ma démonstration derrière, ça sera plus simple. Je vous dirais que simplement, en utilisant tous les artifices qui sont à notre disposition, si on arrivait simplement à remettre et à rendre liquide 5000 hectares dans le monde agricole, je ne vous dis pas la victoire qu'on ferait. Après, vous savez, j'ai eu à traiter des problèmes de foncier pour certains ici. Le gars, il voulait récupérer 15 hectares. Le gars qui les occupait, il était vent debout, à sortir le fusil et la machette tous les jours. J'ai été voir celui qui voulait savoir ces 15 hectares. Qui était prêt à lâcher quoi en surface? 5000 mètres carrés, 1 hectare. Tu es prêt à lâcher combien pour récupérer tes 15 hectares? Ah, allez, jusqu'à 1 hectare, je peux le faire. Pas l'arbre avec l'autre côté. Ah, bah, s'il me laisse 1 hectare pour que tu te fasses mon petit jardin, on peut se mettre d'accord. Ben, il n'a pas récupéré 15, mais il a récupéré 14. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas facile. Hein, vous savez, j'étais administrateur et membre du comité technique de la SAFER pendant suffisamment longtemps, avec un certain nombre d'individus autour de la table. C'est pas simple. Il y a un élu du département, président de la partie agricole, pour ne pas le nommer M. Blaise Mormal, qui a commencé des démarches politiques sur sa commune. On sait que c'est pas simple. Mais soit on s'attaque au problème qui n'est pas simple et on essaye de trouver une solution, soit on ne fait rien. Et je vous dis, allez, j'ai dit 5000, même si on n'en récupère que 4000, là on pourra, rouleau bravo, on pourra les lancer partout et dire on a gagné.
Parce que si je remets 1500 hectares dans les déversations aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est des jeunes. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas. Je ne suis pas utopique, je dis pas qu'il faut revaloriser les 10 000, mais c'est pour ça que la tâche est ardue, le sujet n'est pas simple, les écueils sont nombreux, mais plus on attend, plus ils seront nombreux, plus la tâche sera difficile et moins on y arrivera. Peut-être juste un élément, parce que c'est un sujet majeur, hein, forcément, l'accès au foncier agricole, c'est la priorité, c'est le parcours du combattant, comme c'était dit, c'est l'obstacle numéro 1 pour l'installation. Bien évidemment, comme c'était dit, il faut poursuivre tout ce qui a été entrepris, malgré les difficultés, il faut accélérer. Un élément complémentaire, parce qu'on est aussi dans une phase de réflexion sur comment on peut faire parfois un peu différemment, dans un contexte où il va y avoir des changements effectivement à venir. Il y a un mot qui est très important, c'est qui a été utilisé, c'est qu'est-ce qui est cultivé sur la terre, c'est-à-dire que sur chaque hectare, qu'est-ce qu'elle donne au niveau production. Et une logique complémentaire pourrait être de regarder la valorisation de chaque hectare, notamment de la part d'agriculteurs qui sollicitent des aides et qui les obtiennent. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une variabilité très grande. Il y a quand même aussi beaucoup d'hectares connus de l'État pour lesquels il y a des financements et qui sont totalement en dehors, je dirais, de la moyenne territoriale. Et donc une idée, peut-être novatrice, pourrait être d'envoyer un signal clair aussi en disant, bien évidemment, il y a la liberté de produire sur les spéculations et toutes les filières sont importantes. Pour autant, au regard de chaque spéculation, il y a une moyenne territoriale qui peut varier. On se voit aller en baisse, parce qu'on nous indique pour la canne une baisse de rendement et on ne constate pas qu'ici au niveau mondial. Mais au-delà de ça, il y a une variabilité, c'est-à-dire que la moyenne elle peut aussi bouger en fonction de conditions météorologiques, etc. Mais il y en a qui sont pile à la moyenne, il y en a qui sont un peu au-dessus, il y en a qui sont quand même très en dessous, et puis au contraire, il y en a qui sont au-dessus, puis il y a vraiment les champions. Et donc, est-ce que dans un dispositif futur, est-ce que ça ne pourrait pas introduire un système où on enverra un signal clair à ceux qui sont les moins productifs en disant là c'est pas possible, et au contraire, pour ceux qui sont les plus productifs, d'essayer de trouver un bonus pour tirer vers le haut, parce que ce qu'on constate, c'est que l'agriculture, elle n'attire pas, elle attire de moins en moins, parce que c'est compliqué, c'est un métier difficile, parce qu'on ne gagne pas beaucoup, donc c'est un parcours chemin d'embûches, il y a des sujets administratifs, il y a plein de documents à remplir, il y a le sujet des délais pour le versement des aides, enfin c'est multiple. Et au-delà de ça, il y a une multiplicité de crises qui amplifient le phénomène, et parler négativement de l'agriculture, bah forcément ça ne fait pas du bien à l'agriculture. Donc est-ce que ça pourrait pas peut-être être une idée nouvelle qui pourrait être soumise pour le futur, pour essayer d'inverser aussi la tendance et de se dire, on raisonne en termes de valorisation de chaque hectare de terre, quelle que soit la production, mais il faut produire absolument. Vous savez qu'on est carré à 150 tonnes hectare dans la canne. Précisément. Et pour aller dans... Et ça pousse pas à faire des rendements. Hein. Mais justement, M. Gazala, on vient de faire... Il y a 162 hectares de moyenne, une année sur 10 hectares. 62 tonnes hectares. C'est vraiment... Et j'ai reçu une lettre recommandée de l'ODADOM qui me disait qu'ils ne payaient pas les excédents agricoles en fonction de la directive. Je le savais déjà, c'était même pas la peine de... Sur la filière canne, comme je vous l'avais indiqué en groupe de travail post remise de l'étude... Il ne faut pas mettre de nid, il ne faut pas barrer les niveaux. Je donne juste, je livre là, effectivement, à l'Assemblée des chiffres sur la tranche moins de 20 tonnes par hectare. C'est quand même très très faible. Voilà. Moi j'estime qu'on n'est pas professionnel de la canne quand on produit moins de 20 tonnes par hectare. C'est quand même 700 hectares sur cette tranche-là. Et la tranche suivante, c'est 1200, je crois. 1200, 1300. 20-30 tonnes, entre 20 tonnes et 30 tonnes par hectare, c'est quand même 1300 hectares. C'est pas rien. Ça fait 2000 hectares. C'est pas rien. Jusqu'à maintenant, quelle que soit la spéculation qu'on a, dans les DOM, nous touchons les aides en fonction du tonnage du rendement 3. C'est-à-dire que ceux qui sont à 20 tonnes, ils paieront chez moi 5 fois moins que ceux qui sont à 100 tonnes, au moins
ceux qui sont à 150 tonnes. Donc c'est la première. Oui, il touche à la tonne, c'est couplé, hein, c'est couplé. Mais là, c'est aller au-delà. Par contre, un système de bonus-malus. Vous êtes surfacique. Ce n'est pas notre cas ici. Non. Si, on a Si, des t'en as aides à la surface. Oui. Bah, si. Oui. Mais si, on a des aides à la Si tu n'en veux surface. pas, tu peux la Elles sont fixes, elles sont à l'écart. Elles sont à l'écart. Oui, mais en fait, d'une façon, dans la diversification végétale, dans les aides, j'allais dire, qu'on y paye, que ce soit d'agir ou l'autre, c'est en fonction du rendement à l'hectare, c'est automarche. Donc, ce qui remporte quand même ça, une grande partie de l'emploi. C'est bien différent de la métropole, qui sont des aides surfaciques, et qui a décrié un certain nombre de médias il n'y a pas longtemps sur certaines spéculations. Dès lors que c'était planté, on touchait les aides. Nous ne sommes pas dans ce cas. Donc pour moi, la première sanction, effectivement, qu'un agriculteur, parce que faire 20 tonnes à l'hectare dans la canne, on n'est pas agriculteur, mais tout simplement, c'est qu'on n'est pas là l'année suivante, parce qu'on est en perdition, économiquement, on ne tient pas la route. Sauf effectivement pour les pluriactifs. Les professionnels qui ne vivent que de ça, quelle que soit la surface qu'ils ont, bien quelle que soit la surface qu'ils ont, à 20 tonnes hectares, ils sont déficitaires. Monsieur Wachter, on fera l'analyse pour savoir sur la tranche moins de 20 tonnes par hectare depuis combien d'années. C'est intéressant ce que vous dites. Ça, on a la capacité de le faire. Ce que je dis juste, c'est qu'il y en a un certain nombre de producteurs de canne qui ne sont pas des professionnels de la canne et qui sont propriétaires. Et eux, ils ont un revenu à côté. Et en gros, c'est juste un complément. Donc, ils ne vivent pas de ça, mais ils occupent des terres agricoles avec un rendement qui est largement insuffisant par rapport à ce qu'on peut espérer. Et en moyenne, et ça plombe aussi la moyenne, on a indiqué qu'en Guadeloupe, on fait moins de 50 tonnes par hectare. Avec, un CPCS, avec les souches qu'on utilise, dont certaines qui viennent de l'Arcane, de la Réunion, d'autres de la région, avec les connaissances techniques qu'on a, si on met, les bons amendements au bon moment, moins de 50 tonnes par hectare, c'est pas du tout à la hauteur du potentiel. Je me dis, est-ce qu'on doit se priver, et particulièrement de tout ce personnel qui, aujourd'hui, s'ils sont déclassés par rapport aux autres, quel sera l'impact sur la profession agricole et sur l'immobilier? C'est un discours que j'ai entendu il y a cette année, le prédécesseur d'Alexandre, qui voulait faire des activités principales, des activités secondaires. Activités secondaires, c'est 99% presque de Marie-Galante, et en Guadeloupe, c'est près de 40 à 50%. Si on déclasse les gens en fonction de ce qui touche, nous risquons d'avoir, en tout cas, sur un certain nombre d'années, qu'il faut effectivement étudier pour voir si ça vaut le coup. On va avoir d'abord une déflagration de la production. Est-ce que pendant cette période, l'usine va pouvoir tenir le choc? Est-ce que la filière agricole dans son ensemble va pouvoir survivre? C'est bien pour ça que je dis que les états généraux au départ sont obligatoires pour déjà faire le constat de là où nous en sommes, parce qu'on a tous des chiffres et parfois des chiffres différents. Moi, c'est ce qui me narre. On a tous des interprétations des chiffres différents. Déjà qu'on se mette d'accord sur un constat, et après d'arriver à imaginer qu'est-ce qu'on veut pour les générations à venir, les 20, les 30 ans derrière. En 1980, quand on a fait la réforme, donc Boaz, qui était un jeune agriculteur, on nous a donné une perspective. Je suis le premier aujourd'hui à dire qu'on y arrive à notre limite. On doit réinventer. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste lourdement quand je dis je installe 2 jeunes chez moi à ma reprise, ils ne seront pas agriculteurs comme moi. Si je leur vends ce que papa fait, ils ne seront pas là. Je dois leur réinventer quelque chose pour leur permettre, pour leur carrière professionnelle, d'y croire. On a besoin de connaître de vrais chiffres, d'avoir un constat réel de notre situation. Je dis le constat réel, c'est que chaque fois qu'il y a eu des conflits supérieurs à 3 semaines en Guadeloupe, on a nourri la population. Mes parents ont fait partie de la génération, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Guadeloupe, en temps serein. On délivrait des bons, on nourrissait la population. La Guadeloupe était en souveraineté alimentaire à 100%.
et on exporte un peu de sucre, un peu de banane. Pourquoi nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qui fait que ça a fait un déclin? Est-ce que c'est l'image de notre profession? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux syndicats qu'on peut encore parler, à qui on n'a pas donné la parole. La CR et... Voilà, c'est la CR. C'est leur c'est vous. Bonjour. Je veux juste rebondir un peu sur le projet de M. Coder. Il y avait un peu de conflit sur la vision de la répartition du revenu de la canne. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que la richesse, c'est le seul paramètre sur lequel le planteur peut jouer pour pouvoir augmenter son revenu. Donc, la plupart des autres paramètres vont être fixes par les aides, les subventions, et par les primes à la performance des usiniers. Mais la richesse, c'est vraiment le point essentiel. Mais le seul sur lequel vous pouvez jouer, c'est plutôt le rendement, la richesse. Alors attention. Il y a deux aspects. On peut toujours parler du rendement et penser qu'en augmentant le rendement, on va pouvoir faire des économies d'échelle. Ça, c'est dans le cas où on est capable de faire des économies d'échelle. Mais ça a été bien indiqué que la typologie des planteurs, on est plutôt sur des planteurs de petite dimension, des exploitations de petite dimension, où on ne va pas pouvoir jouer indéfiniment sur le rendement. Il y a une problématique du rendement qui vient de l'histoire, qui vient des différents conflits, qui vient des évolutions climatiques, qui vient du fait qu'un planteur qui a connu des difficultés pendant 1 ou 2 années et qui n'a pas été capable d'avoir de la trésorerie pour pouvoir réinvestir dans son sol, aura des difficultés. Après la réforme Bourrois, on a eu une amélioration nette des rendements de la richesse parce qu'en fait les sols ont été renouvelés. Depuis, on est dans une forme d'appauvrissement. Donc en fait, on est dans une situation où il y a un potentiel, mais l'usage qui est fait des terres pour le moment en Guadeloupe ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait être capable d'avoir une compréhension tout autre de la manière d'exploiter le sol pour pouvoir avoir un rendement véritable. Rendement en termes de tonnage, mais surtout, dans le cas de la canne, de richesse. Et cette richesse, elle est essentielle parce qu'on n'a plus qu'une exploitation par territoire, qu'une usine de transformation par territoire. Si vous perdez cette usine, pour des raisons quelconques, panne, grève, mobilisation, vous savez que vous vous retrouvez avec des champs qui sont laissés sur pied. Donc vous vous retrouvez avec une année sans véritable revenu. Donc il y a une solidarité qui intervient avec le partage des excédents d'AGP, mais ça, c'est pas forcément suffisant. Donc on est dans une situation où, et c'est pour ça que les jeunes, ils sont très pragmatiques, et comme vous dites, on est pour justement encore plus former les gens. Les itinéraires techniques, on les connaît. On sait ce qu'il faut faire. On n'a peut-être pas forcément les moyens de le faire. Mais on sait ce qu'il faut faire dans chaque bassin. Et dans chaque bassin encore, on peut envisager des micro-zones, etc., mais on sait ce qu'il faut faire. Par contre, on ne les applique pas, pour plein de raisons. En particulier des raisons de trésorerie qui ne permettent pas aux planteurs d'investir quand il faut pour mettre ces engrais, ces amendements, mais pas seulement, aussi parce qu'on a aussi affaire à des petites exploitations qui n'ont pas leur propre matériel de ce type. 2 hectares, on ne va pas acheter un tracteur, on ne va pas passer ses herbicides quand il faut, etc. Même avec 10, on doit faire appel à d'autres prestataires. Il y a beaucoup de facteurs. Mais on connaît, on sait ce qu'il faut faire. Pour la richesse, ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. On sait qu'on est tributaire du climat. Nous, en Guadeloupe, on n'a pas de système où on peut faire, on a des drainages pour essayer d'évacuer l'eau quand il faut, ou bien des systèmes d'irrigation pour, quand on a un souci justement de rendement, d'augmenter le rendement. Mais sur la richesse, on n'a quasiment aucun levier. Et donc, non, il disait tout le contraire. Il disait tout le contraire. Et sachant que c'est un débat qui peut être mené d'ailleurs. Sachant que sur le revenu du planteur, on l'a dit, 70%
Et non, mais c'est vos chiffres, on les conteste. On va pas revenir là-dessus. Mais non. Ce sont les chiffres des toutes les mais non. 70% du prix de la pose de carte. Il faut qu'on continue sur le rangement. 50, 70. Indépendamment de la richesse. Complètement indépendamment de la richesse. Comme on a des moyens d'agir sur le rendement, on a des moyens beaucoup plus rapides d'augmenter le revenu supplémentaire en agissant sur le rendement que sur la richesse. Pas idéaliser les choses. Juste si vous me permettez pour revenir, mettre un peu plus de douceur dans ce monde de brut, je voudrais revenir sur les propos de M. le préfet tout à l'heure et sur l'aspect service rendu par le monde agricole au reste de la société. C'est bien ce que j'ai cru entendre dans les propos tout à l'heure. Moi, il y a deux points qui m'interpellent à ce niveau-là, je voudrais mettre sur la table, et comme on a la chance aujourd'hui d'avoir M. le préfet, d'avoir M. Baptiste député et d'avoir un représentant de la région, c'est un point qu'on a commencé à travailler avec certains syndicats agricoles et autres, c'est le puits carbone de la filière canne. Aujourd'hui, puisqu'on cherche du revenu, on cherche de l'argent. Pourquoi? Comment? Du pouvoir d'achat. Du revenu, du pouvoir d'achat, on cherche de l'argent. Nos agriculteurs et nos planteurs payent du mieux. Pourquoi aujourd'hui n'arrive-t-on pas à monnayer ce puits de carbone de la filière canne? Alors j'ai entendu dire, je ne vous dirai pas dans quel ministère, je ne vous dirai pas le nom du monsieur non plus. Ah ouais, mais vous, on n'aura rien. C'est normal, votre puits de carbone existe déjà, c'est pas un mieux. J'y sais que ça, il n'y a pas de problème. Nous, les 2 ans, on rase tout, on replante l'année d'après, puis on redémarre à zéro. Si je peux être aussi provocateur que vous, je ne vous dirai pas dans quel ministère on est. Et on peut faire ça, puisqu'il faut partir de zéro pour pouvoir avoir droit à quelque chose. Je trouve dommageable aujourd'hui, alors que la canne rend un service formidable à la Guadeloupe en termes de CO2. Au monde, pourquoi la Guadeloupe? Je parle de la Guadeloupe, parce que l'instant, ce qui m'intéresse, tu m'excuseras, de temps en temps, je me regarde quand même le nombril, c'est le revenu du planteur guadeloupéen. Je ne suis pas pour le revenu du planteur brésilien. Il y a cet aspect-là. Deuxième aspect, aussi, qui politiquement n'a jamais été pris en compte, c'est toutes les externalités que procure la canne à la Guadeloupe. Vous l'avez dit, lutte contre l'érosion, j'en passe les meilleurs. Tout ça, c'est pareil. C'est un service gratuit rendu par l'agriculteur. Par contre, on s'est mis à nous trouver en disant, et toi, l'agriculteur, là, le bandit, là, tu mets un peu de produits chimiques pour tuer tes herbes, tu es en train de tuer les cannes guadeloupéens. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'indice de fréquence en canne, il est 1,7 IFT. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'armement. Je reconnais, il y a 30 ans, on avait des bombes atomiques. Moi, quand je suis arrivé ici, je les appelle, je les ai pris, je les ai top. Vous prêchiez une fois, vous dormiez au pied du cocotier, tout restait propre pendant toute la... Il n'y avait plus rien qui repoussait. Mais aujourd'hui, on rend des services écologiques à la Guadeloupe qui ne sont pas rémunérés. Et comme vous le disiez tout à l'heure, si on est à l'Espagne, non seulement il y a l'aspect touristique, et puis de canne à boire, on va de la friche, et attention à l'érosion, attention à ceci, attention à cela. Le bilan carbone de l'île va changer. Tous ces petits points-là, ça peut paraître anodin, mais moi quand j'ai commencé à regarder la banque du carbone, c'est pas si anodin que ça. Et c'est des choses qui, pareil, c'est des sujets qu'on n'arrive pas à ouvrir. Je ne suis pas en train de dire, monsieur l'État, mettez-moi 1 euro de plus en subvention. Monsieur la région, mettez-moi 1 euro de plus en subvention. Comment on se met tous autour d'une table pour regarder comment on peut valoriser tout ça. Voilà. C'est juste pour calmer tout le monde et revenir sur les choses douces, fleurs bleues. C'est très important. Et je crois, sauf faire de ma part, vous avez travaillé dessus. Ou c'est la coordination rurale, je sais plus quelle est la Quand même, il y avait pas mal de bandits de l'Odyssée. C'est moi qui t'ai désigné. J'ai pas pris en tant que bandit, je suis pris en tant qu'agriculteur. Malheureusement, même quand tu fais les choses propres, on dit que c'est celui qui pollue. C'est ce que je voulais dire. J'ai pas dit lui dire que t'étais un bandit. Franchement. Je pose une dernière intervention, après on fait une rapide coupure pour grignoter quelque chose et aller voir une parcelle potentiellement accessible, puisque le programme a été perturbé avec la pluie, ce qui était prévu n'est pas accessible. Donc on va voir quand même une parcelle. Vérifier, monsieur le préfet, je crois qu'il y a une obligation à 15h. Oui, c'est ça, à 15h, on serait justement. D'ailleurs, c'est l'un des points, l'accessibilité des voiries. C'est pas nous, on va une petite année sur le banc de exploitation. Non, c'est un sujet qu'il faudra aussi mettre sur les champs. Alors moi, je vais revenir juste sur l'aspect foncier.
Alors, comme on l'a dit, il y a un désintéressement au niveau des jeunes pour l'agriculture. Déjà, le fait même de trouver du foncier, c'est très compliqué. Et pour moi, les collectivités sont normales, comme tous les propriétaires de foncier en Guadeloupe, ils devraient faire de ce sujet-là une priorité. Car je ne sais pas, c'est combien c'est 8 000 hectares. Alors, il y aurait à peu près 8 000 hectares, mais dans les 8 000 hectares, ils comptabilisent les terres cultes sous-exploitées. Donc, je sais que sous le travail qui a été entrepris par la CEDAF, la commission CEDAF, rien que sur la commune de Petit-Canal, je crois qu'il y a 670 hectares. Rien que sur Petit-Canal, parce que c'est la commune pilote par rapport à ça, dit M. Mathieu, comme c'est le président de la commission, M. Mondin, qui est aussi le maire de la commune. Donc je pense que le fait de valoriser ces terres non exploités, on mettrait déjà beaucoup de jeunes pour pouvoir s'installer en accès aux fonciers, c'est très compliqué. Même de rentrer dans un GFA pour un jeune, c'est très compliqué. Car il y a un système où il faut que les fermiers acceptent déjà la candidature. Ceux qui sont installés sont prioritaires. Voilà. Donc, à mon avis, c'est un enfant qui devrait être exploité. Et au niveau de nos collectivités, je pense que ça pourrait être un sujet qui pourrait aller assez vite. La région n'est pas le plus beau. Il y a juste de manière. J'ai dit les collectivités, je ne vais pas préciser. Ça dit combien on a exactement. Le département est de 300 000. C'est le département qui a beaucoup. Même dans nos installations, on passe plutôt par la SAFER ou autre chose. C'est la SAFER. La SAFER, oui, c'est la SAFER qu'on fait. L'installation, c'est pas la région. Mais le problème est qu'on revient toujours à ce même problème. Le Mouzouk, ça fait 2 ans, peut-être la 2 ans et demi, j'ai effectivement entamé le débat avec la SAFER pour pouvoir opérer certains parcelles. En mettant tout le site a été fait, ils nous ont remis la restitution a été faite. Il nous reste à la assemblée avec certains propriétaires qui sont là, mais on n'y arrive pas. Dès qu'il s'agit de laisser des terres, il y a des terres qui on croit qu'ils ne sont pas effectivement, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de dessus, mais on trouve des gens qui les occupent. Il faut sortir. Et cette volonté politique, même si on dit qu'il faut cette volonté politique, cette volonté politique qu'on peut avoir, on se retrouve à reboucler comme M. Mathieu là, avec un fusil au bout. Politique ou pas, on n'ira pas en face de quelqu'un ici, on n'ira pas en face. Donc c'est l'esprit collectif qu'il faut avoir pour pouvoir effectivement dire, il faut saisir, il faut sortir, il faut mettre en place, il faut accepter qu'on ne concepte plus ces terres-là parce que ce n'est pas effectivement à nous parler. Voilà. Donc il faut augmenter. Qui c'est qui paye des impôts fonciers sur ces terres exploitées? Enfin, après, c'est quand on dit ceux qui ont les baux et tout, c'est des baux. Mais sur les terres occupées, personne ne fait. Ça revient au département. Et à ce moment, les terres qui sont à la vague, c'est peut-être les communes qui payent pour tout ça, ils n'ont pas exploité. Je propose qu'on conclue en salle, on aille grignoter quelque chose et puis derrière nous. Ça fait jamais ce qu'il y a. On commence, on fait un peu de colère. Bon, ben, je trouve que j'ai inventé c'est vrai que la semaine dernière, on était en restitution. La révolution n'est pas tout à fait terminée, effectivement. On a fait 2 jours de restitution à Moujol pour pouvoir présenter le travail qui a été fait. Mais il y a encore, le mois prochain, nous avons encore des travail pour pouvoir finaliser, puisqu'il y a encore des extraits à revoir. Parce que les extraits n'étaient pas présents celui-là, donc il y a des extraits à revoir. Il y a encore quelques petits ajustements à faire pour voir si on arrive effectivement au début de la récolte de mettre en place ce qui doit être mis en place. Le travail est fait et puis voilà. Député. Alors, moi j'ai beaucoup entendu la présentation de M. Mathieu parler de politique et de volonté politique. Si il y a une volonté politique claire,
c'est de permettre aux Guadeloupe et aux Guadeloupéennes de consommer au maximum les produits locaux. C'est ce qui importe pour nous. Maintenant, nous ne sommes pas des agriculteurs, des agricultrices. Nous ne possédons pas, je m'entends. Des politiques. Voilà. Mais on a beaucoup parlé effectivement du département qui possède pas mal de terres et d'autres entités. C'est comment faire justement arriver et à faire en sorte que nous allions vers cette souveraineté alimentaire. Dans d'autres territoires, ils le font assez bien, à La Réunion par exemple. Et donc aujourd'hui, si on doit compter sur les politiques, c'est bien pour aller dans cette direction. Et ça ne peut se faire qu'avec les acteurs. Moi j'entends dire lorsque j'ai discuté, parce que effectivement j'ai été élu député, je suis allé sur le terrain pour discuter avec différents acteurs. Alors déjà j'entends que pas mal d'agriculteurs arrivent en fin à la retraite et à toucher une retraite de misère. Nous, politiquement, vous devez bien régler ce problème-là. J'entends dire effectivement que je suis allé dans le Grand Terre, il y a effectivement des agriculteurs qui étaient en GFA, qui ont produit, qui ont planté. Bon, après, lorsqu'il y a eu la suite avec d'autres personnes, mais ce qu'ils ont fait comme plantation parfois a été détruit, il n'y avait pas une continuité effectivement de cette gestion. Donc, ce sont toutes ces questions qui, à mon avis, et personnellement, que j'aimerais poser, c'est que, et je posais effectivement du revenu, ça c'est important. Effectivement, si on exerce une activité, il faut bien qu'on ait un revenu pour pouvoir vivre décemment. Bon, et si on a un revenu, c'est pour aussi pouvoir percevoir une retraite. Toujours pourquoi? C'est toujours effectivement un revenu qu'il faut avoir, même si on dépend d'activité. Mais aussi, pour moi, le problème fondamental, c'est justement cette réforme dont on parle, faire en sorte pour que nous ayons une production locale, une souveraineté locale dans la consommation. Évidemment, il y aura toujours effectivement des importations à faire, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup, à mon avis, de production et de produits que nous pourrions localement, et cela passe par une éducation. Parce que derrière, lorsque nous avons un maximum de produits locaux, évidemment, qui soient dans la biodiversité, ça favorise notre santé, ça favorise notre nourriture. Ça veut dire aussi, c'est sûrement moins de maladies, ça veut dire aussi moins de dépenses au niveau de la sécurité sociale. Donc il y a tout un système, une approche globale et systémique que nous devons avoir. Là, ce sont des grosses interrogations que nous, politiques, que nous allons. J'entends qu'il y a une voie en voie de disparition. Ce sont les ouvriers agricoles. Voilà. En voie de disparition, les ouvriers agricoles. Alors, c'est le cas de la problématique qui est de dire effectivement que nous avons énormément d'ouvriers agricoles, mais qui sont d'origine étrangère, notamment haïtienne. Alors, Costa Rica maintenant. Alors, je l'apprends. Costa Rica maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, quelle responsabilité que nous, dans notre territoire, que nous avons par rapport à cela? Et bien évidemment, on n'est pas dans une démarche non plus de dire qu'on va faire fuir les étrangers, mais forcément, la nature a horreur du vide. Donc ce sont ces problématiques qui sont en suspens et qui doivent être mises sur la table et qu'on puisse en parler très, très clairement, très franchement. Et ne pas jouer la langue de bois non plus. Voilà. Merci, monsieur le député. Mot de la fin, monsieur le préfet. Mot de la fin, pour moi, c'est plutôt le mot du début, parce que, d'abord, vous remercier pour les échanges. J'ai bien compris qu'il y avait une attente forte vers l'État et les acteurs locaux, mais l'État sur l'évolution des politiques de soutien européennes vous interpelle, si jamais ces fonds structurels sont revus différemment et redonnés aux États membres. C'est d'ailleurs souvent une demande de la profession agricole elle-même, qui trouve que la machine bruxelloise est un peu trop brutale, déconnectée de la réalité, etc. Et pour être aussi, commencer à être un peu vieux, avoir quelques cheveux blancs, ça fait longtemps que j'entends les agriculteurs dire il y en a marre, si c'était géré au niveau national, on pourrait peut-être mieux expliquer à nos gouvernements, à nos parlementaires ce qu'on veut,
Et on serait peut-être mieux d'avoir des fonds de soutien qui soient gérés par le niveau national plutôt que le niveau européen. C'est peut-être ce qui décide, mais je ne sais pas. Donc j'ai bien compris cette préoccupation comme étant un sujet à travailler dans les années qui viennent. Sur ce que vous avez dit, merci de vos éclairages, parce que pour moi ce sont des éclairages. Hein. La question du foncier, qui est partout un sujet, mais ce que j'ai compris, il m'a semblé avoir compris ici, c'est que cette question du foncier elle est rendue encore plus difficile parce que les anciens ne libèrent pas le foncier. Dans l'Hexagone, on a plutôt trop d'anciens qui partent et qui laissent leur ferme, et on n'a pas assez de jeunes pour arriver. Vous, c'est ce que j'ai bien compris, ce que vous avez expliqué, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a des jeunes qui tapent à la porte, et puis il y a des vieux qui ne veulent pas partir, et du coup on n'a pas de foncier qui se libère, sachant que le foncier est complexe parce qu'il y a des histoires d'indivision, des histoires d'utilisation sans titre, etc. Bon, il y a la question du foncier, il y a la question du prix de la canne, enfin d'arriver à tenir un revenu correct. Et alors là, il y a la question du rendement, la question du taux de saccharose, de saccharine. Bon, il y a une question autour du calcul du prix et comment on peut améliorer le revenu des agriculteurs, des canniers. Ça, j'ai compris ce sujet-là aussi. Et puis, vous avez dit les uns les autres un paramètre qui aussi me frappe depuis que je suis là, c'est d'arriver, à se mettre tous d'accord autour d'un projet. Je pense que c'est une des fragilités de la Guadeloupe, ça. La difficulté de se mettre d'accord autour d'un projet, quel que soit le sujet. Là, on parle de canne à sucre, mais on peut parler de l'eau potable, on pourrait parler des déchets, on pourrait parler, je sais pas quoi. Ben, je ressens, depuis les 2 mois que je suis là, une difficulté à fédérer les énergies pour faire avancer Schmilblick. Et une deuxième difficulté, mais c'est vous qui avez dit ça, monsieur, sur la lenteur. Et effectivement, les politiques publiques, c'est toujours très lent, par définition. Il y a le temps de la justice qui est encore plus long, il y a le temps des politiques publiques, faire une route ça met 10 ans, 15 ans, et puis il y a le temps de la société, le temps des gens, qui est un temps beaucoup plus ramassé. Les gens veulent des résultats vite, parce qu'ils veulent vivre. Notre vie n'est pas si longue que ça. Mais peut-être qu'ici, il y a aussi comme il y a une difficulté de porter un projet collectif, il y a aussi une difficulté d'être réactif et de faire vite. Vous êtes des territoires, les îles, où les perturbations, les évolutions sont encore plus violentes, plus rapides. Ça nécessite donc une action politique, une action publique qui soit réactive. Parce que sinon, le bouleversement est passé, qu'on n'a pas encore réagi. Et dans ce que vous avez dit les uns et les autres, ça résonne un petit peu avec ce que je ressens, moi, pour l'instant, en tant que spectateur, quand je suis sur ce territoire. Je vois bien qu'il y a plein de sujets, des fragilités qu'a ce territoire. L'agriculture, visiblement, en est une un petit peu quand même. Vous parlez tous de la filière canne, merci de m'avoir présenté ça. On voit bien qu'elle est fragile. Et que quand on a un sujet fragile, il faut s'en saisir vite et fort, sinon on la laisse s'enfoncer dans la fragilité. Bon, en tout cas, moi, parce que ça m'intéresse à titre personnel d'ailleurs, parce que c'est tout là, ça résonne. J'étais d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans, en poste à l'île de la Réunion, qui est aussi un grand pays de canne, où c'était d'ailleurs les mêmes débats. Mais bon, c'est des sujets intéressants et vous pouvez compter sur mon soutien, sur le soutien bien sûr des services de l'État, mais ma sensibilité personnelle fera que j'essaierai, pendant le temps où je serai présent dans ce territoire, de vous accompagner du mieux possible, ou en tout cas du moins mal possible. Mais très demandeur de vous rencontrer, très demandeur, de toute façon je pense que j'irai voir, quand ce sera le moment d'apporter des cannes aux usines, je viendrai à la fois voir ceux qui apportent les cannes et ceux qui traitent les cannes, pour voir comment ça se passe. Mais comptez aussi sur moi pour essayer de vous aider sur la négociation européenne, sur la mobilisation des énergies sur ce territoire, pour faire avancer les choses. En tout cas, merci de cette matinée. Pardon d'avoir été arrivé en retard, ça a du coup comprimé les... Vous avez caché mon retard. J'étais en retard aussi. Bon. Merci à vous en tout cas. Merci monsieur le préfet, merci monsieur le député, merci la région Guadeloupe. Merci à tous les intervenants pour la qualité du débat, qui était très posé. Beaucoup plus que bien souvent. Donc avançons comme ça, comme je le dis à chaque fois, et puis on peut passer à côté de nos égards.